Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Il est 18h04, donc il est temps que l'on démarre. Il est peut-être une heure un peu différente selon le fuseau horaire où vous vous trouvez. Je crois qu'on a une étudiante de l'ESSEC qui est en stage à Trinité et Tobago, ce qui est sans doute pas désagréable. Mais vous n'êtes pas tout à fait sur le même fuseau horaire. En tout cas, ravi de vous accueillir. Je suis Aurélien Colson, professeur de sciences politiques à l'ESSEC et directeur de l'IRENE. Et donc, voici notre 85e séminaire et qui est consacré comme une toute jeune tradition, à un tour d'horizon de la situation géopolitique. Et grand plaisir à avoir donc autour de la table virtuelle qui nous rassemble des experts, des collègues de l'ESSEC Irénée. C'est un séminaire qui est organisé également en collaboration avec deux filières que nous avons montées pour les étudiants de l'ESSEC, une sur les enjeux de géopolitique au sens large, l'autre sur des aspects de géopolitique, mais plus axés sur les enjeux de sécurité et de défense. Et donc, on est ravi d'accueillir pas mal d'étudiants de ces deux filières. Donc, cette année encore, eh bien, l'actualité géopolitique est marquée par des crises, des conflits graves. L'attaque terroriste du 7 octobre 2023 à Gaza n'a pas cessé de générer des représailles de plus en plus brutales à Gaza et qui s'étendent désormais au Liban. En Ukraine, la guerre d'agression russe a franchi le cap des 900 jours, ce qui, pour une opération spéciale de 3 jours, commence à durer. Pour la première fois, ce conflit s'est même déplacé sur le sol russe, et c'est une première depuis 1943. On découvre chaque jour plus de manœuvres d'influence à l'encontre des démocraties, en particulier celles qui s'avancent vers des élections. On pense en particulier aux États-Unis. Cette élection du mois de novembre sera un peu un qui tout double, qui aura des répercussions extrêmement importantes sur la vie internationale. En Chine, la crise économique reste marquée par un point d'interrogation important, avec des tensions vis-à-vis de Taïwan qui ne s'interrompent pas. Euh, L'Inde joue un jeu d'équilibre dont nous parlera tout à l'heure Jean-Marc Fenet. En Europe, une nouvelle commission se met en place qui achève une mue géopolitique qui avait déjà été annoncée par Ursula von der Leyen au début de son premier mandat. Et puis on pourrait citer évidemment ce qui se passe sur le théâtre africain avec les répercussions des coups d'État soutenus par Wagner et les Russes au cours des quelques années, et dont on voit bien, on commence à voir apparaître les conséquences délétères sur la situation sécuritaire, mais également évidemment des populations concernées. Donc la rencontre va être construite en deux temps. D'abord, je vais passer la parole 10 minutes chacun aux collègues et aux experts de l'ESSEC Irénée, chacun sur un thème. Et puis ensuite, on aura à peu près 45 minutes pour questions-réponses sur l'ensemble des sujets qui auront été abordés, euh, soit sur ces thèmes-là, soit éventuellement, c'est des thèmes qui n'ont pas pu être traités. On pourra, si possible, si on se sent compétent, apporter des éléments de réponse. Voilà. Euh, Je vais passer la parole tout d'abord à Frédéric Charillon, qui est professeur des universités en sciences politiques à Paris-Cité, et également professeur de géopolitique à l'ESSEC et co-directeur avec l'amiral Finaz et moi du Centre géopolitique, défense et leadership. Tu vas, cher Frédéric, nous dire un peu ce que nous savons et surtout ce que nous ne savons pas des prochains événements géopolitiques d'ici la fin de l'année 2024. À toi la parole. Merci, cher Aurélien. Bonjour, bonjour à tous. Alors, si c'était un plan en deux parties, il serait déséquilibré parce que ce que nous savons, c'est pas grand-chose. Ce que nous ne savons pas, la liste est longue. Mais en effet, d'abord, tu l'as rappelé, c'est un moment de tension importante. Je vais y revenir avec plusieurs conflits en même temps, des incertitudes énormes sur la scène internationale, telles qu'on n'avait peut-être pas vu depuis en réalité assez longtemps. Et c'est peut-être là-dessus que je voudrais insister. C'est un temps d'incertitude. Alors, je vais rappeler d'abord, c'est un temps d'incertitude, mais nous sommes vraiment à un moment charnière. D'abord parce que probablement, entre ce moment où nous nous parlons et le moment où vous partirez tous en vacances de Noël, nous saurons un peu plus de choses qui seront importantes. D'abord, nous saurons à Noël si Donald Trump est réélu ou pas président des États-Unis, ou si c'est Kamala Harris qui l'emporte, ce qui fera évidemment une légère différence dans les relations internationales et à plusieurs égards. On y reviendra. Nous saurons
si une guerre générale a explosé ou pas au Moyen-Orient, ou si nous avons une guerre, on va dire, intermédiaire qui ressemble à ce que nous avons connu, par exemple, au Liban en 2006, ou si c'est quelque chose de beaucoup plus régionalisé, beaucoup plus grave encore, qui se trame. Nous le saurons peut-être à ce moment-là, et peut-être même d'ailleurs bien avant. Peut-être que nous saurons aussi, d'ici Noël, ce que veut dire le président ukrainien Zelensky, qui était aux États-Unis, lorsqu'il a dit, il y a très peu de temps, que la guerre avec la Russie pourrait, dit-il, prendre fin beaucoup plus vite que prévu. Nous ne savons pas pour l'heure ce qu'il entend par là. Peut-être que nous le saurons si vraiment c'est beaucoup plus vite que prévu. Nous saurons si les négociations sur le désarmement nucléaire, qui doivent se tenir début 2025, peuvent vraiment se tenir ou pas. Dans le contexte actuel, ça n'est pas extrêmement propice. Vous le savez, il y a quelques accords anciens, notamment avec la Russie et les États-Unis, les accords New START. Il faut aujourd'hui évidemment impliquer la Chine dans ces accords, puisque on prévoit que la Chine pourra atteindre les 1000 à 1200 têtes nucléaires. Elle en a à peu près autant que la France aujourd'hui. Elle pense passer à 1000, voire 1500 d'ici 2030, puis 2050. Nous saurons si en janvier, compte tenu du contexte qui n'est pas extrêmement favorable, vous le savez, à des relations, des discussions directes, notamment avec la Russie, ces négociations sur le désarmement nucléaire pourront tout de même se tenir. De façon peut-être un peu moins dramatique, nous saurons si, nous verrons comment se passe la COP29 sur les questions environnementales, mais qui doit se passer à Bakou, en Azerbaïdjan. Et comme vous le savez, les relations ne sont pas non plus extrêmement cordiale entre certains pays européens, y compris le nôtre d'ailleurs, et l'Azerbaïdjan. Nous verrons aussi, nous saurons aussi si le G20, qui est prévu à Rio au mois de novembre, permet d'entamer un nouveau dialogue entre les États-Unis et la Chine, ou si d'ici là, Donald Trump aura gagné les élections et au contraire, ce G20 sera encore très électrique et en tout cas sera placé sous le signe du retour de Donald Trump. Euh, Accessoirement, pour revenir chez nous, nous saurons si l'actuel gouvernement aura tenu ou si il peut tenir peut-être jusqu'à une prochaine dissolution au moins, ou si d'entrée de jeu, on entre dans un rapport de force conflictuel, on entre dans le conflit avec une motion de censure qui aurait été votée. Il se passera plein de choses en France d'ailleurs qui vont entrer en lien avec cette affaire dont on ne parle pas encore beaucoup, mais je pense que les 2 prochains mois vont être très occupés par le procès, notamment de Marine Le Pen, qui peut se terminer sur une peine d'inéligibilité. Ça ne sera pas la fin du feuilleton parce qu'il y aura des appels, etc., etc. Mais enfin, tout ça pourrait ne pas contribuer, en tout cas, à la sérénité, on va dire, d'une feuille de route de politique étrangère de la France. Donc, les choses vont se décanter et nous entrons dans une phase assez importante. Comme on dit à peu près tous les lundis sur nos chaînes de télévision, c'est une semaine décisive. C'est pas tout à fait une semaine décisive, mais c'est un trimestre décisif, ça, à n'en pas douter. En revanche, ce que nous ne saurons toujours pas à la fin de l'année, et ça c'est donc une incertitude de moyen terme, c'est quelles sont les intentions de la Chine à l'égard de Taïwan. Mais Philippe vous en parlera probablement, ou en tout cas c'est à lui que vous pourrez poser toutes ces questions, puisque c'est notre expert sur ces questions. Mais voilà, nous savons que la pression augmente, nous savons que les exercices militaires se succèdent, nous savons que l'intention chinoise est de véritablement remettre l'île sous son contrôle, mais est-ce que ça va s'accélérer? Est-ce que nous allons vers une confrontation ou pas, ou dans un maintien du statu quo? Ça, nous ne le saurons, en tout cas, il faut presque l'espérer, nous ne le saurons toujours pas à la fin de l'année. Nous ne saurons toujours pas quels sont les objectifs de la structuration du Sud global. Nous voyons bien que les BRICS élargis, les BRICS plus, sont en train de prendre un essor. Nous voyons que la Turquie y est maintenant candidate. Euh, que veulent-ils? Est-ce que ça va être un véritable groupe soudé? Est-ce qu'il va y avoir plusieurs sous-groupes pas forcément compatibles entre eux? Ça, c'est une question de plus long terme que nous n'aurons toujours pas éclaircie avant la fin de l'année, mais qui reste une énigme supplémentaire qui pèse sur nous. Nous ne saurons toujours pas si le Sahel se destine à une victoire des djihadistes dans plusieurs pays
ou si la situation va se stabiliser. Et nous ne saurons toujours pas probablement si la nouvelle Commission européenne, mais Jacques Vincent va en parler, est capable de poursuivre sur la voie d'une Europe puissance ou, comme on le disait il y a 5 ans, d'une commission géopolitique ou pas. Bon, donc nous sommes vraiment dans une période d'incertitude. Certaines d'entre elles seront levées, pas tout à fait, mais nous aurons en tout cas des éléments nouveaux à la fin de l'année. Mais est-ce que pour autant, ça nous suffira à répondre à toutes les incertitudes qui continuent de peser? Donc, vous voyez, un moment d'incertitude tel que nous n'avons peut-être pas connu depuis longtemps. Alors, juste pour peut-être pour terminer, il me reste 3 minutes pour tenir le temps, quelques pistes de réflexion pour essayer de, non pas de donner une feuille de route sur ce qui va se passer, parce que je ne suis pas voyant, mais en tout cas des points de repère que nous savons, mais qu'il faut intégrer dans notre réflexion. Bon, d'abord, effectivement, premier point, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une telle accumulation de tensions simultanées dans le monde. C'est arrivé, rappelons-nous les années 70-80, on avait quand même la fin de la guerre du Vietnam, un peu plus tard la guerre d'Afghanistan avec l'invasion soviétique de l'Afghanistan, des États-Unis qui n'étaient pas en grande forme, le conflit au Proche-Orient, puisqu'il venait d'y avoir la guerre du Kippour. On avait déjà un théâtre extrêmement tumultueux, mais là c'est peut-être plus grave encore. Donc ça, c'est une configuration que, en réalité, nous n'avons pas connue sans contrôle. Nous avons connu cette situation, mais avec deux superpuissances qui avaient un dialogue assez rodé entre elles et qui avaient un certain nombre d'instruments pour dialoguer, qui savaient comment gérer ces conflits. Ça ne veut pas dire qu'un accident ne pouvait pas arriver. On a eu très peur au moment de la crise des fusées de Cuba en 1962, mais il y avait un cadre, il y avait une sorte de hiérarchie que nous n'avons plus aujourd'hui. Donc c'est peut-être la première fois depuis 1945 que nous avons autant de tensions sans le même cadre de dialogue bien rodé entre les principaux protagonistes. Deuxième point, cette situation, évidemment, elle est très dangereuse pour au moins deux raisons. D'abord parce que un dérapage, les grandes puissances ne souhaitent pas de conflit généralisé, probablement, nulle part. Mais on ne peut pas exclure un dérapage. Nous savons que ça peut déraper très vite en mer de Chine, ça peut déraper très vite au large de Taïwan, ça peut déraper, c'est en train de peut-être de déraper au Proche-Orient. Donc ça, c'est le premier risque, c'est qu'aucune grande puissance ne veut aujourd'hui une déflagration généralisée, mais un dérapage est possible. L'autre risque, c'est que des puissances plus petites, moins importantes, profitent de cette situation où les attentions, les regards sont braqués vers des grands dossiers, Ukraine, Proche-Orient, etc., pour pousser leur agenda et peut-être eux aussi faire des bêtises. On ne peut pas exclure que l'Azerbaïdjan attaque à nouveau l'Arménie, on ne peut pas exclure que le Venezuela, qui menace d'attaquer son petit voisin du Guyana, le fasse en se disant pendant qu'il regarde ailleurs, on va en profiter. Ça, c'est un autre risque, c'est-à-dire que des plus petites puissances fassent beaucoup de dégâts en se disant qu'on peut toujours en profiter pendant qu'on regarde ailleurs. Troisième point, c'est que on avait peut-être un garde-fou, c'était la relation patron-client. C'est-à-dire que très souvent, on avait un grand État qui protégeait un plus petit et qui arrivait à se faire entendre de lui. C'est ce qu'on appelle en relation internationale la relation patron-client. Ça ne marche plus, cette relation patron-client. On le voit entre les États-Unis et Israël. Il y a quelques années, les États-Unis arrêtaient Israël dans un certain nombre de ses offensives militaires. Lorsqu'en 1991, Israël a reçu quelques scuds de la part de Saddam Hussein, les États-Unis ont donné ordre aux Israéliens de ne pas répliquer, pour ne pas envenimer la chose. Ils ont rechigné, ils ont grogné, mais ils ont écouté. Ils n'ont pas répondu aux provocations de Saddam Hussein. Aujourd'hui, nous voyons bien que le gouvernement israélien n'écoute pas, les États n'écoutent pas Washington, et on ne sait pas dans quelle mesure la Corée du Nord écoute Pékin, on ne sait pas dans quelle mesure le Hezbollah écoute, ou le Hamas écoute totalement Téhéran. Donc cette relation patron-client ne fonctionne plus, c'est un danger supplémentaire. Quatrième point, je vais très vite, la notion d'intérêt national ne semble plus tout à fait de mise. On a l'impression qu'il y a un certain nombre de décideurs qui cherchent d'abord à protéger leur régime ou leur pouvoir. Euh, Aujourd'hui, Vladimir Poutine, peut-être que l'intérêt national lui commanderait de trouver un terrain d'entente sur l'Ukraine. Mais sa survie politique et personnelle lui commande la fuite en avant. Et c'est pour le moment, l'impression que nous avons, c'est que c'est ça qu'il écoute. Il va peut-être de même du Premier ministre israélien. Donc on a cette impression que l'intérêt supérieur de la nation ne fonctionne plus non plus. Et pour terminer, c'est le dernier mot, ben, le politiquement correct est à la confrontation. La mode est à la confrontation. Le leader qui veut se montrer viril et efficace va vers la confrontation et nous sommes dans un moment extrêmement dangereux où tout ce qui est négociation, multilatéralisme, concertation est discrédité par un certain nombre d'hommes forts. C'est le grand retour des hommes forts
qui, comme il y a un certain nombre de décennies, malheureusement, font passer tout ce qui est négociation multilatéraliste comme vraiment le truc des faibles, hein, l'instrument des pauvres types. Moi, je suis plus efficace, moi, je tape, moi, je cogne. Et nous sommes dans ce moment-là. Comment est-ce qu'on arrête cette spirale-là? Ça va être très, très difficile. Ça sera sans doute pas avec Donald Trump enfin, une réélection de Donald Trump n'aidera pas. Il faudrait que les Européens trouvent des solutions. Sont-ils capables? C'est une question que je laisse volontiers à mes collègues. Je m'arrête parce que j'ai passé mon temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Frédéric, pour cette première intervention qui passe en revue pas mal des thèmes que nous allons à présent traiter plus en profondeur. Et en tout cas, dans cet océan d'incertitude et d'instabilité que tu as décrit, une question, c'est est-ce que le bloc européen, lui, constitue un espace solide, stable, de dialogue interne, mais également d'action vers l'extérieur? Et donc, très heureux de passer la parole à Vincent Baraillé, professeur de géopolitique à l'ESSEC, qui va nous présenter un petit peu cette nouvelle commission qui se met en place et notamment son appétence confirmée pour la géopolitique. À toi, Vincent. Merci Aurélien. Euh, il y a quelques années, il y a un président de la République française qui annonçait que le changement, c'était pour maintenant. Je pense que vous ne l'avez pas oublié. Et en reprenant ce slogan, en fait, on peut se demander quelles seront les conséquences pour l'avenir de l'Union européenne, des élections au Parlement européen qui se sont tenues au mois de juin, ou encore quelles seront les conséquences du renouvellement en cours de la Commission européenne. En fait, à travers ces changements institutionnels, la question plus précise que je veux poser là ce soir, c'est est-ce que l'année 2024 marque définitivement la volonté de transformer l'Union européenne en acteur géopolitique de premier plan? Alors, je vais revenir sur différents points à partir de là. Et d'abord, revenir sur les élections du Parlement européen et avant, peut-être dire quelques petits mots en préambule, pour notamment évoquer la campagne électorale. Dans le cadre de cette campagne électorale, on peut constater que dans plusieurs pays, et ça a notamment été le cas en France, les enjeux qui ont été au cœur du débat étaient moins européens que nationaux. Ce constat n'est pas nouveau. Il n'en demeure pas moins un décalage avec les enjeux nombreux et capitaux en fait, auxquels l'Union européenne fait face actuellement. Le deuxième point aussi, qui n'est pas sans lien avec le précédent, porte sur la participation au scrutin. Sur l'ensemble des 27 pays de l'Union européenne, elle a atteint 51%, un niveau qui est presque équivalent au scrutin de 2019. On peut se satisfaire de ce maintien après les résultats de 2014, où il avait chuté à 42%, mais on peut aussi rappeler qu'en 1979, lors des premières élections au suffrage universel direct des députés, elle était de 69%. Et pourtant, à cette époque-là, le rôle du Parlement européen n'était pas du tout celui qu'il est aujourd'hui. Et par ailleurs, les compétences dévolues à l'Union européenne, à l'Europe, n'étaient pas non plus celles qu'elles sont aujourd'hui. Donc il y a un décalage, il y a un paradoxe. On peut quand même ajouter que cette participation, même si elle moi, me semble modeste, est très différente d'un pays à un autre. Un peu moins de 22% en Croatie, par exemple. Hein, c'est le plus bas de la liste. Et puis près de 90% en Belgique. Mais attention, en Belgique, le vote est obligatoire. Maintenant, sur le plan des résultats. Avant le lancement même de la campagne, il y avait certains commentateurs qui évoquaient une montée irrésistible des courants nationalistes et eurosceptiques, ce qui pouvait évidemment remettre en cause un certain nombre d'orientations de l'Union européenne si cela se confirmait. Au final, le constat est plus nuancé. Les partis eurosceptiques, les partis nationalistes connaissent une nouvelle progression après celle de 2019, c'est certain. Et la France en est une illustration avec le Rassemblement national, dont le score correspond à plus du double de la liste arrivée en deuxième position, à savoir la liste soutenue par le président de la République. Et on peut rappeler que sur les 80 députés élus en France, il y en a 30 qui appartiennent au Rassemblement national. Au total, cependant, le Parlement reste majoritairement entre des partis, entre les mains de partis qui souhaitent faire progresser l'intégration européenne et les partis eurosceptiques, partis nationalistes, représentent au final un quart des élus. Notons par ailleurs que ces élus ne constituent pas un bloc uni et peuvent connaître des clivages importants sur des questions comme l'Ukraine, par exemple, ce qui au final les rend moins puissants au sein de l'hémicycle strasbourgeois.
Dans la précédente législature, il y avait deux groupes parlementaires qui incarnaient cette posture eurosceptique, le groupe conservateur et réformiste européen et puis le groupe Identité et démocratie. Aujourd'hui, il y a une recomposition qui s'est opérée au cours des derniers mois et nous avons désormais trois groupes. Identité et démocratie est devenu le groupe Patriotes pour l'Europe avec le Rassemblement national, mais aussi d'autres députés, évidemment, d'autres partis. On peut évoquer le Fidesz, le parti de Viktor Orban, ça c'est une nouveauté. Et au total, ce groupe représente 84 élus. C'est quand même le troisième groupe parlementaire. Le groupe conservateur et réformiste européen, dans lequel on retrouve les députés de Fratelli d'Italia, le parti de Giorgia Meloni, représente un ensemble de 78 députés et c'est le quatrième groupe. Puis enfin, le petit dernier, qui s'appelle l'Europe des nations souveraines, c'est le plus petit des trois et c'est le plus petit dans l'hémicycle, c'est 25 députés et il s'est constitué autour des élus de Alternative pour l'Allemagne, l'AfD, qui est un parti qui est évidemment allemand et qui a connu un certain nombre de divisions et d'oppositions avec des députés d'identité et démocratie, dont les élus du Rassemblement national. Donc, ce constat-là, il me semble important à faire, mais je tiens à ajouter que les deux principaux groupes restent malgré tout le Parti populaire européen, donc parti, on va dire, de la droite classique, avec 188 députés, suivi également du groupe des socialistes et des sociaux-démocrates, avec 136 députés. Ces deux groupes ont d'ailleurs été alliés avec un groupe centriste et libéral qu'on connaît sous le nom de Renew pendant la législature précédente, et leur objectif, on va voir s'il est maintenu dans les mois prochains. Leur objectif était de dresser un cordon sanitaire autour des groupes eurosceptiques et de faire avancer l'Union européenne vers plus d'intégration. Aujourd'hui, après ces élections, ces trois groupes représentent 55% des députés. Après l'élection du mois de juin, les chefs d'État et de gouvernement, comme grosso modo tous les 5 ans, ont décidé du renouvellement des top jobs, c'est-à-dire la présidence du Conseil européen, de la Commission européenne, et puis la fonction de haut représentant pour la politique étrangère. À ce titre, Ursula von der Leyen, groupe appartenant au PPE, au Parti populaire européen, a été renouvelé à la tête de la Commission. Antonio Costa, on connaît un peu moins, l'ancien Premier ministre socialiste portugais, s'est vu confier la présidence du Conseil européen. Et Kaja Kallas, première ministre d'Estonie, appartenant au groupe Renew, donc centriste et libéral, la fonction de haute représentante pour les affaires étrangères. Au Parlement européen, au mois de juillet, il y a eu un vote pour comment dire, confirmer le choix d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne. Et pas plus tard que la semaine dernière, mardi dernier, le 17 septembre, elle a présenté la composition de son équipe. Si ce collège dépend des gouvernements qui lui proposent des candidats, on a eu quelques épisodes, c'est intéressant, dans la semaine passée, c'est à elle, malgré tout, Ursula von der Leyen, que revient le pouvoir de leur attribuer un portefeuille et d'orienter l'action du nouvel exécutif. Et à ce titre, il est intéressant de regarder quelles sont ses priorités pour les 5 ans à venir. Si on fait le petit rappel sur la mandature précédente, l'un des grands sujets, c'était la transition écologique et le Green Deal, dont l'objectif est d'atteindre la neutralité carbone pour l'Union européenne à l'horizon 2050. Cela aboutit d'ailleurs à l'adoption de plus de 60 textes, c'est quand même beaucoup, qui ont été proposés par la Commission et ensuite adoptés évidemment dans le schéma classique par le Conseil de l'Union européenne et par le Parlement européen. Ça, entre 2019 et 2024. Pour la période à venir, les 5 ans à venir, on retrouve l'objectif de la transition écologique, mais il semble moins présent, moins revendiqué qu'en 2019. En revanche, l'un des éléments qui paraît plus évident aujourd'hui dans les priorités de la présidente de la Commission européenne, et là je laisse volontairement de côté l'aspect compétitivité, est en lien direct avec le contexte géopolitique. Et il me semble intéressant de s'y arrêter. En 2019, Ursula von der Leyen avait dit, avant même son entrée en fonction, qu'elle voulait une commission géopolitique. Je crois que cet objectif paraît plus prioritaire encore aujourd'hui. Dans son discours d'ailleurs devant le Parlement européen le 18 juillet dernier, elle a plaidé pour davantage d'Europe, en insistant sur le fait que les menaces auxquelles nous sommes confrontés sont trop importantes pour pouvoir y faire face individuellement. Elle faisait aussi un constat assez alarmant du côté des dépenses dans le domaine de la défense, en rappelant que les dépenses combinées de l'Union européenne à cette question
entre 1999 et 2021 ont augmenté de 20%. Mais elle ajoutait que sur la même période, la Russie avait augmenté de 300% ses dépenses militaires et la Chine de 600%. Et elle ajoutait évidemment, nos dépenses sont trop cloisonnées, disparates, pas assez européennes, cela doit changer. Il faut œuvrer à la construction d'une véritable union européenne de la défense. Nous devons dépenser plus, dépenser mieux et dépenser ensemble. Et dans son discours du 18 juillet, je m'arrêterai là sur son discours, elle dénonçait aussi la posture plus agressive de la concurrence économique déloyale de la Russie, son amitié sans limite avec la Russie. Alors, ce constat, cette volonté, de surmonter ces rivalités géostratégiques se traduisent très concrètement dans la composition de la nouvelle Commission européenne, dont Ursula von der Leyen, encore une fois, est responsable. Dans la précédente équipe, c'est en cours de mandat qu'avait été attribuée à Thierry Breton la responsabilité de la défense. En plus, il faut le rappeler quand même, de sa fonction de commissaire en charge de deux sujets très lourds, qui sont celui du marché intérieur et du numérique. Cette fois, Ursula von der Leyen confie dès le départ cette responsabilité à l'un des 26 commissaires de la Commission. Et si ce commissaire doit s'occuper aussi de l'espace, sa préoccupation essentielle restera malgré tout celle de la défense. Et il faut aussi noter qu'un livre blanc sur l'avenir de la défense a d'ailleurs été promis par la présidente de la Commission européenne au cours des 100 premiers jours du nouveau collège. Par ailleurs, il est intéressant de noter qu'il y a un poste de commissaire européen en charge spécifiquement de la Méditerranée qui est créé. Il montre cette volonté de l'Union européenne de s'intéresser davantage à cet étranger proche qui comporte un certain nombre de menaces, mais aussi des potentialités de développement. On peut aussi ajouter la fonction de commissaire chargé des partenariats internationaux et qui dirigera les travaux sur l'initiative Global Gateway à destination des pays émergents et en développement. Ce projet a parfois été comparé aux fameuses routes de la soie initiées par la Chine, et il a été lancé en fait au cours de la précédente mandature de manière assez timide par Ursula von der Leyen. Là, on voit qu'il y a une volonté d'aller plus loin, de vraiment développer ceci. Et le but, clairement, de ce projet, c'est de mieux affirmer le rôle de l'Union européenne sur la scène internationale face à la montée en puissance d'autres États qui cherchent à étendre leur influence mondiale, en particulier sur le continent africain. Enfin, on retrouve, en lien aussi avec cette préoccupation d'Ursula von der Leyen, un commissaire chargé de l'élargissement et du voisinage oriental. Alors, ce n'est évidemment pas une nouveauté. Il y avait déjà des commissaires chargés de l'élargissement. Mais alors que cette question peut susciter des oppositions ou des réticences, on voit que la présidente considère que l'élargissement est, et c'est elle qui le dit, un impératif géopolitique et qu'il faut poursuivre ce processus tout en relevant quand même qu'il doit continuer à être fondé sur le mérite de chacun des candidats. Il a d'ailleurs démontré, à partir de février 2022, à partir de l'agression russe sur le territoire ukrainien, sa détermination à soutenir cette candidature ukrainienne, alors qu'auparavant, il n'y avait jamais eu d'engagement de la sorte. L'annonce de cette nouvelle commission, très orientée géopolitique, ne peut en aucun cas, évidemment, préjuger des résultats qu'elle obtiendra, sachant aussi qu'elle n'entrera en fonction qu'après audition de chacun des candidats, et ça va démarrer au mois d'octobre, et puis un vote, évidemment, d'investiture pour l'ensemble du collège par les députés. Mais force est de reconnaître quand même que l'Union européenne a pleinement pris conscience au cours de ces dernières années, ce n'est pas simplement évidemment en 2024, mais a pleinement pris conscience qu'elle ne pouvait plus demeurer une puissance économique et commerciale dénuée d'une vraie capacité d'influence en matière de politique et en matière de sécurité. L'élection au Parlement européen de juin permet de donner en fait à la présidente de la Commission une majorité pour la soutenir dans cette voie. Il est d'ailleurs intéressant de noter que sa réélection à la tête de l'exécutif en juillet dernier a été obtenue avec une majorité plus confortable qu'en 2019. Reste à voir maintenant ce qui peut se passer du côté des États. Si sur l'Ukraine, la réaction de l'Union européenne a été assez unanime, à partir de 2022, je dis bien assez unanime, si l'on a pu constater des avancées sur les questions de la défense, il ne faut pas cependant oublier que lorsque l'on touche à la politique étrangère de sécurité commune, on est sur un pilier intergouvernemental où les décisions se prennent, sauf exception, à l'unanimité. Et l'attitude hongroise a montré qu'un seul État peut évidemment ralentir le processus et éventuellement même le bloquer.
Et d'autres intérêts contradictoires entre États peuvent aussi être source de difficultés. Donc, dans le triangle institutionnel formé par la Commission, le Parlement, le Conseil, les deux premières institutions semblent démontrer une volonté d'approfondissement, d'affirmation sur la scène internationale. Reste le troisième côté du triangle, le Conseil, qui devra aussi prouver sa détermination à renforcer cette souveraineté européenne qui est notamment chère au cœur du président de la République et à aussi un certain nombre d'autres responsables politiques dans l'Union européenne. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup à toi, cher Vincent, pour ce tour d'horizon de la nouvelle commission qui se met en place. Et c'est vrai que dans cette géopolitisation du contexte européen, la nomination de Kaja Kallas que tu as citée est un signe très fort parce que l'ancienne première ministre d'Estonie a été extrêmement en pointe sur le soutien à l'Ukraine. Elle est, si je puis dire, aux premières loges de certaines menaces sécuritaires et donc ça donne une coloration tout à fait particulière à ce poste-là que Borrell avait peu à peu transformé, mais je me rappelle que sur la fin, il disait que voilà, l'Union européenne devait s'inspirer un peu moins de Kant et un peu plus de Hobbes, ce qui traduisait bien dans son langage ce réalisme croissant. Juste en incise, avant de passer la parole à Joseph Maïla, au printemps dernier, juste avant les élections européennes, nous avions fait à l'ESSEC une enquête auprès des étudiants pour avoir un tableau d'ensemble de leur perception de l'Union européenne et de leurs attentes vis-à-vis de celle-ci. Donc j'avais mené cette affaire avec un collègue, Édouard Godot, et nous avions eu la chance de pouvoir examiner les réponses de plus de 500 étudiants à 24 questions. Je vais très vite juste pour dire que de manière très majoritaire, les étudiants de l'ESSEC ont une vision positive de l'UE. Ils considèrent que c'est une construction démocratique, ils s'en sentent citoyens, ils considèrent que l'Union européenne a massivement eu un impact en matière de droits humains, en matière de protection de l'environnement, en matière euh, de, 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 de prospérité économique. Mais sur les questions qui nous intéressent plus particulièrement là, ils avaient une vision réaliste et géopolitique de l'Union européenne. 48% d'entre eux étaient parfaitement conscients que l'Union fait la force et que les États membres devraient confier plus de compétences à l'UE pour parvenir à une meilleure coopération, à des positions communes plus solides. 36% pensaient l'inverse. Et en particulier, ils étaient 78% à estimer que l'Europe doit s'affirmer comme une puissance géopolitique souveraine avec en particulier la nomination d'un commissaire à la défense. Il était 66% à trouver que c'était une bonne idée. Voilà, donc ça y est, c'est fait, il y a un commissaire à la défense. Merci à toi et je suis très heureux de passer la parole à Joseph Maïla, qui se connecte depuis des confins lointains. Donc, on est très heureux que tu puisses être avec nous. Joseph est notamment ancien directeur du CAPS au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le centre d'analyse, de prévision et de stratégie du ministère. Et il est, depuis de longues années, professeur de géopolitique à l'ESSEC et directeur du programme de médiation internationale de l'IRENE. Joseph, on sait ce dont tu vas nous parler. On est tous très en attente de ta lecture de la situation très compliquée au Proche-Orient. Oui, bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Est-ce que le son passe bien? Tout le monde me Parfait. voit? Très bien. Alors, je suis extrêmement heureux de participer à ce sirène de la rentrée de géopolitique ou une rentrée au risque au plan géopolitique. Alors, effectivement, le Proche-Orient occupe, j'allais dire de nouveau, le premier plan sur la scène internationale avec les conséquences de cette guerre qui a été déclenchée après l'attaque du Hamas le 7 octobre. Il va y avoir dans quelque temps, il y a un an. Ça s'est déroulé et de manière plutôt dramatique et de manière atroce. Depuis, la guerre continue. Alors, je voudrais examiner la situation qui s'est dessinée après cette attaque sur 3 points. Le premier point, c'est ce que j'appellerais le déroulement de la guerre. Qu'est-ce que cette guerre nous enseigne jusqu'à maintenant? Le second sera focalisé sur l'idée, au fond, qu'est-ce que cette guerre aura empêché, en me posant la question de savoir est-ce qu'elle avait pour but d'empêcher quelque chose qui allait se passer ou qui se passait au Proche-Orient. Et troisièmement, je vais étudier un petit peu les réactions au plan international parce que cette guerre
d'ores et déjà, qui n'est pas fini, est pleine d'enseignements sur les réactions internationales, sur les mécanismes de régulation ou de non-régulation finalement de l'ordre international et de sa capacité à mettre un terme au déclenchement des violences. Donc, une guerre qui s'ouvre avec cette attaque du Hamas le 7 octobre, qui continue, et par la réaction israélienne. Alors, essayons de voir un petit peu cette stratégie du Hamas, qui décide depuis 2006-2007, il est enfermé à Gaza, il a rompu avec l'autorité palestinienne, et là, le 7 octobre 2007, il décide de finalement se lancer dans une attaque qui va au-delà de l'enclave dans laquelle il est enfermé, et pour véritablement s'attaquer à Israël et s'attaquer à tous les confins de la région dans laquelle il est concentré. C'est une guerre de desserrement d'un étau qui s'était fait progressivement autour de lui. La stratégie d'Israël, on l'étudiera peut-être après si on a un peu de temps, on la questionnera sur le point de savoir, mais au fond, qu'est-ce qu'Israël pouvait absolument espérer ou escompter retirer de ce confinement qu'elle imposait à Gaza. Mais ce qui est intéressant dans cette attaque de Gaza, c'est qu'au fond, le Hamas compte sur des choses qui, au bout d'un an, ne vont pas se réaliser. Il compte d'abord sur un effet d'entraînement de toutes les autres scènes arabes. Il pense que la Cisjordanie se soulèvera. Il pense que le Liban le rejoindra. Il pense que les Houthis du Yémen vont se mobiliser. Et il pense bien entendu que l'Iran, derrière tout cela, pourra mobiliser et raffermir un petit peu tous les fronts qui s'ouvrent en même temps. Donc c'est une stratégie frontale, mais avec une destination, avec une intention particulière, c'était au fond d'ouvrir tous les fronts possibles et imaginables, de telle sorte qu'Israël soit prise en étau. Bon, force est de constater, on peut faire le constat dès maintenant, qu'effectivement, la Cisjordanie aura tenté de se soulever, mais qu'Israël aura réussi à maintenir le contrôle sur les territoires de Cisjordanie. Les Houthis ont réussi quelques percées en envoyant des fusées sur Israël. Certaines ont porté, mais au fond, le coup n'est pas un coup ni fatal ni important ni fatal, pardon. Les Irakiens auront aussi, avec la mobilisation populaire ou des armées de mobilisation populaire, tenté de rentrer dans ce que le Hamas a appelé l'unité des fronts. Il s'agissait véritablement de faire un encerclement d'Israël, mais là aussi, les effets sont limités. Et puis, le seul effet qui véritablement aura une répercussion d'entraînement, c'est au fond l'ouverture du front libanais. Puisque le 8 octobre, c'est-à-dire le lendemain même du 7 octobre, donc, le Hamas décide de rejoindre la lutte, entre guillemets, menée par le Hamas et d'ouvrir un front au sud Liban, c'est-à-dire au nord de l'État d'Israël. Voilà un petit peu cette stratégie qui va amener, premier constat aussi, à une quarantaine de milliers de morts, avec des morts civiles, une espèce de bilan qui est absolument affreux en termes de morts, des destructions, on peut dire que Gaza est détruite du point de vue de la stratégie donc, du Hamas. Israël a envahi, bien entendu, comme tout le monde le sait, le territoire de Gaza, l'a coupé en deux, a fait des déplacements de population, mais avec un point d'interrogation, et je passe à mon deuxième point, c'est au fond la stratégie Israël, avec le point d'interrogation qui est de savoir ce que veut ou ce qu'aura voulu Israël en entrant dans Gaza et en espérant donc contrôler ce territoire. Deuxième point, la riposte israélienne. On l'a dit, elle a été extrêmement forte. On l'a dit aussi, elle a été démesurée. On l'a dit aussi, elle a été très longue. Personne n'escomptait le 7, le 8 ou le 10 ou même à la fin de l'année dernière que cette guerre durerait aussi longtemps. Elle va durer 1 an. Et les plans pour le lendemain du 7 octobre et le lendemain de la guerre en tant que telle ne sont pas là. Donc Israël continue sa pression. Bien entendu, l'objectif était d'éradiquer le Hamas, on l'a dit trop souvent pour que je ne le répète pas ici, et ce plan n'aura pas
n'est pas quantifiable en soi. À quel moment on peut dire que le Hamas est éradiqué, même si son infrastructure politique et militaire a été fortement atteinte. Deuxième objectif qui n'est pas atteint, au fond, c'est la libération des otages, avec des incidents extrêmement malheureux qui ont abouti à la mort de certains otages, et pour le moment, une centaine d'otages qui restent retenus. Mais c'est mon troisième point sur cette guerre de Gaza. La guerre, au fond, se déroule sur un terrain où on ne l'attendait pas. Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, en déclenchant le 8 octobre une opération, disait-il, de soutien. Donc c'est un front de soutien, ce n'est pas un front d'attaque. Il n'y avait pas dans l'intention du Hezbollah d'attaquer Israël par le nord d'Israël, donc par le sud du Liban, mais il y avait simplement l'idée d'affaiblir le potentiel militaire israélien en faisant que Israël distribue ses forces et notamment les mobilise pour un certain temps, au moins sur le front libanais. Et on l'a vu depuis très exactement deux jours. Ce qui se déroule est absolument dramatique, effrayant, même au plan militaire. En 2 jours, il y a 500 morts au Liban. Il y a un exode de population qui va se monter à quelque chose comme 300 000 à 400 000. Et Israël est en train de faire une pression absolument extraordinaire sur le front libanais pour refouler, pour faire remonter la population du sud libanais vers le nord et ensuite arriver en position de force pour marchander, n'est-ce pas? Vous permettez le retour des habitants du nord d'Israël sur leur lieu d'habitation et nous permettrons la rentrée ou le retour des réfugiés qui viennent de partir du sud Liban vers leur localité, des localités qu'ils viennent de déserter pour se réfugier vers le nord, c'est-à-dire vers la capitale, c'est-à-dire vers Beyrouth. Et donc, on se trouve devant une autre dimension de cette problématique de la guerre de Gaza. Bon, donc, très rapidement, pour un peu planter le paysage de la bataille. Mon deuxième point très rapide, c'est au fond de se dire quelle était l'intention du Hamas dans cette attaque qui certainement était coordonnée, mais la coordination, forcée de le constater, n'a pas très bien fonctionné, qui était donc de faire en sorte que cette attaque du Hamas arrête un processus de paix qu'on appelle le processus des accords d'Abraham, qui avait été tenté par M. Trump juste avant qu'il ne parte, qu'il ne soit battu. Mais il avait tenté quelque chose d'absolument important qui avait donné une espèce de formidable coup de pied dans la fourmilière du Proche-Orient, à savoir de nouveaux États étaient en train de se joindre à un plan de normalisation des relations avec Israël. Les Émirats, le Bahreïn, on le sait, le Qatar, le Maroc avait rejoint et l'Arabie saoudite s'apprêtait à rejoindre ce processus de paix déclenché par les États-Unis et qui avait pour finalité, au fond, de banaliser, de normaliser la relation Israël et pays arabes. Et de toutes les analyses que l'on peut tirer de ce qui s'est passé, force est de constater que l'hypothèse la plus probante et qui revient, c'est qu'au fond, le Hamas et avec lui l'autorité palestinienne, mais l'autorité palestinienne, comme on le sait, n'a ni division, ni politique, ni structure armée. La Palestine, en tant que question, aurait été marginalisée. Et le plan de paix se déroulant avec des pays arabes établissant des relations, nous allons dire, pacifiques avec Israël, c'eût été tout un paysage tout à fait nouveau qui aurait émergé dans cette région du monde. Et donc le Hamas, en attaquant, véritablement fait dérailler le train diplomatique enclenché par des États-Unis et suivi par un certain nombre de pays arabes et met hors circuit toutes les tentatives de parvenir à une solution pacifique par ce biais-là. Et donc, de ce point de vue, ce qui est arrêté, c'est une stratégie de rapprochement entre l'Arabie saoudite, certaines puissances arabes et les États-Unis vers Israël,
Et bien entendu, il ne faut pas oublier l'autre versant de la question. Tout cela profite à l'Iran, qui lui ne voit pas d'un bon œil une normalisation dans la région, qui se ferait à ses dépens, qui se ferait sans que l'on prenne en compte les intérêts iraniens. Et donc, on peut dire qu'effectivement, que l'on penche pour une thèse du complot, celle à laquelle je ne crois pas, ou que l'on pense que ce sont les effets logiques d'une action diplomatique, l'Iran se retrouve mis en selle en disant, ben, écoutez, nous avons réussi à faire dérailler un processus de paix, et l'idée serait que tout le monde s'installe autour de la table et que l'on prenne en considération les intérêts de l'Iran. Donc une stratégie habile contrée par une autre stratégie habile, et on confie à la force le soin de résoudre la question, puisqu'on en est là aujourd'hui, en décidant en quelque sorte que, au fond, c'est le seul recours à la force qui pourra décider du retour des réfugiés, de la libération des otages, du retour des populations déplacées, et finalement peut-être une discussion plus ouverte sur l'avenir de la question palestinienne. Mais il reste que cette guerre a déclenché, c'est mon troisième point très rapidement, quelque chose d'absolument extraordinaire. D'abord, elle a déclenché une mobilisation au plan international de l'opinion publique mondiale à laquelle on ne s'attendait pas. Donc, je vous rappelle simplement ce qui s'est passé sur les campus américains, ce qui s'est passé dans les capitales européennes, une mobilisation de l'Occident qui s'est faite, cette mobilisation au détriment des sentiments qui étaient plutôt conciliants et plutôt favorables à l'État d'Israël. Et vous avez une population étudiante, mais pas seulement, hein, qui se mobilise et qui s'identifie, je crois que c'est ça qui est important, qui s'identifie à une situation de détresse, à une situation d'impasse politique, et qui prend position en fait pour la Palestine, en sachant, les études d'opinion publique nous le montrent, en sachant pour un grand nombre de personnes mobilisées, en ne sachant pas très bien quels sont les termes du débat, quelle est la géographie même du débat. Mais une formidable mobilisation populaire qui va scinder l'opinion publique occidentale, qui va mobiliser l'opinion publique non occidentale, qui va mettre en avant une césure au plan international dont nous aurons à parler. Mais un deuxième point qui me paraît important et sur lequel nous butons aujourd'hui, c'est au fond que cette violence n'a pas pu être arrêtée, des solutions pacifiques n'ont pas pu être atteintes. On sait les efforts fantastiques que les Américains ont faits pour essayer de tempérer la violence dans cette région. On sait que le secrétaire d'État, M. Blinken, a été envoyé 11 fois au Proche-Orient, dans une navette incessante sur 11 mois, et qui n'a abouti à rien. On sait que les choses sont bloquées, bien entendu, au Conseil de sécurité des Nations Unies, et on perçoit un blocage de la multilatéralité onusienne qui est absolument effrayant. Alors, pour beaucoup, effectivement, cela viendra confirmer le fait que le multilatéralisme était malade et que la question palestinienne ne fait que démontrer, une fois de plus, que nous sommes dans l'impasse sur ce plan-là. Mais au fond, l'impossibilité de parvenir à un cessez-le-feu, l'impossibilité de mettre un plan autour d'une table pour essayer de voir quelle pourrait être la suite, quels pourraient être les lendemains. Est-ce qu'une mission renforcée des Nations Unies pourrait aboutir? Est-ce que le plan, un plan de la création de 2 États palestiniens pourrait être envisagé? Selon quelles modalités? Tout cela reste bien entendu dans les limbes et on ne voit pas très bien comment les choses pourront s'arranger. Et puis, un troisième point qui me paraît extrêmement important, et je terminerai là-dessus, c'est qu'au fond, cette guerre aura véritablement manifesté un nouveau clivage, un clivage sur le plan international. On pourra revenir là-dessus dans les discussions, où une grande partie de ce qu'on appelle le Sud global disait à l'Europe et aux États-Unis, mais cette guerre, au fond, ne nous concerne pas directement, mais elle pourrait nous concerner si véritablement on voyait comment l'Occident mettait en avant les 2 poids, 2 mesures. Je veux dire, le tiers-monde, le Sud global met en avant cette idée qu'il ressasse depuis que les guerres se déroulent en Ukraine ou ailleurs, en disant vous ne traitez pas les crises de la même manière, et parce qu'Israël
est proche de l'État de l'Occident, vous ne n'arrivez pas à vous mobiliser pour mettre un terme à cette violence. Mais je veux dire qu'au-delà de ce clivage au plan international, de cette mise en cause par le Sud global, si vous me permettez l'expression, de la position occidentale, il y a aussi une géopolitique des puissances où on voit monter, s'affiner des puissances régionales. La Turquie a envie de jouer un rôle. L'Iran cherche son rôle. L'Arabie saoudite se tait, mais a fait savoir qu'effectivement, elle pourrait participer à une solution si et seulement si l'idée des deux États palestiniens était accréditée, des deux États dont l'État palestinien était accrédité. Mais jusqu'à maintenant, effectivement, M. Netanyahou et le gouvernement israélien, de manière générale, n'a pas fait sienne cette idée de la création d'un État palestinien. Et au contraire, on sent que gouvernement et opinion publique en Israël ne sont pas sur cette ligne, en tout cas pour le moment. Et donc, une reconfiguration du rapport de force au Proche-Orient, avec une possibilité d'extension de la guerre, que ce soit par le biais du Liban ou par le biais de ce qui se passe dans la mer Rouge, où les Houthis sont arrivés à ralentir, parfois à bloquer, mais pas pour très longtemps, la circulation des pétroliers dans cette région et par la suite dans l'océan Indien, et donc tout le transit qui passe par le canal de Suez du fait même. Voilà un peu rapidement ce tour d'horizon très rapide des dimensions de la guerre qui se déroule actuellement au Proche-Orient. Merci beaucoup à toi, cher Joseph, et je ne doute pas qu'il y ait des questions par la suite sur ce théâtre particulièrement préoccupant, et ce que tu nous as décrit ne prête pas à beaucoup d'optimisme. En tout cas, on va continuer notre tour d'horizon. Et d'ailleurs, je dis en incise, on n'oublie pas qu'il y a d'autres crises dont on ne parlera pas ce soir parce qu'on n'a pas la compétence autour de la table. Mais il faudrait évidemment parler, par exemple, de la crise atroce qui ravage les Soudans, avec des Et centaines de milliers de personnes déplacées dans des conditions humanitaires absolument catastrophiques. Et on en parle beaucoup moins, alors que c'est aussi un point très chaud de cette rentrée géopolitique. Très heureux de passer la parole à Philippe Lecor, qui est professeur de géopolitique à l'ESSEC, qui est directeur du programme Asie au sein de l'IRENE et également senior fellow de Asia Society Policy Institute. Tu vas nous parler en particulier des élections américaines qui se profilent et donc de l'impact que ça peut avoir sur la scène internationale, notamment sur les relations avec la Chine. À toi, Oui, cher Philippe. merci Aurélien. Bonjour à tous. Ravi d'être participant à ce tour de table. Effectivement, je vais d'abord parler un petit peu de la situation politique intérieure aux États-Unis, car nous sommes à 5 semaines quasiment des élections, ou 6 semaines. Et ce sont des élections très importantes. Et puis, effectivement, j'aborderai la question de la politique étrangère américaine et de l'impact de l'élection. Je devrais dire des élections, puisque comme vous savez, le 5 novembre, ce ne sont pas seulement le président et le vice-président des États-Unis qui seront élus, mais également une partie du Sénat, également l'ensemble de la Chambre des représentants et une partie des gouverneurs et des administrations de différents États américains. Euh, donc, il est difficile à ce stade de faire un diagnostic parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire après la convention du Parti démocrate qui s'est tenue au mois d'août à Chicago et qui a vu effectivement une Kamala Harris extrêmement convaincante et conquérante aux côtés de l'ensemble des leaders démocrates du Parti démocrate américain. Vous savez que Joe Biden, lors du premier débat face à Donald Trump, qui a été adoubé par le Parti républicain et qui est devenu incontestablement le candidat républicain au printemps, eh bien, ce débat entre Joe Biden, le président actuel et président sortant, et candidat putatif du Parti démocrate, s'est soldé contre Donald Trump par un cuisant échec qui a finalement mené au renoncement
de de Joe Biden, et qui a donc passé le bâton, si je puis dire, à la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris. Alors, depuis, c'est un peu un sans faute. Le choix notamment du candidat à la vice-présidence, Tim Walz, le gouverneur du Minnesota, a été assez habile parce que c'est un bon père de famille qui a toutes les caractéristiques d'une personnalité rassurante et qui compense un petit peu je dirais, toute la nouveauté qui est celle de la vice-présidente Harris, qui est non seulement la première femme vice-présidente, mais aussi la première candidate noire et femme, donc potentiellement qui a de très bonnes chances d'être élue, même si le jeu reste ouvert. Et face à elle, eh bien, face à ce duo, il y a Donald Trump, qui a donc été président pendant 4 ans et qui n'a fait que ronger son frein, on peut dire, depuis 4 ans, malgré les controverses qui ont émaillé son mandat. Et son vice-président, J.D. Vance, qui est donc le sénateur, des deux sénateurs du Ohio, et qui est un personnage intéressant parce que il est d'une certaine manière plus extrémiste que Trump, mais en même temps, il défend une forme de méritocratie et de working class à travers le livre The Hillbilly Elegy qu'il a écrit, qui n'est pas inintéressant parce que il décrit son ascension sociale. Et donc, rappelons-nous que le phénomène trumpiste est quand même un peu la conséquence de la désindustrialisation de l'Amérique et du rejet supposé par essentiellement les classes ouvrières américaines de la mondialisation et d'un certain libéralisme qui a profité aux élites new-yorkaises et californiennes, auxquelles M. Vance reproche effectivement d'appartenir à Madame Harris. Et puisqu'elle a été sénatrice de Californie et ministre de la Justice de Californie. Donc, si vous voulez, le duo Trump, milliardaire, etc., au propos à l'emporte-pièce, mais extrêmement populaire, et le sénateur Vance, qui représente plutôt les classes, je dirais, laborieuses, fait que leurs chances d'être élus ne sont pas minces. Ceci étant, comme vous le savez, les élections américaines ne sont pas le fait du vote populaire, comme ça peut être le cas dans de nombreuses démocraties, mais c'est le fait de ce qu'on appelle le collège électoral. Et ce collège électoral, eh bien, il est dépendant. Donc, on sait que, par exemple, les États comme la Californie sont forcément démocrates. On sait que la Floride est souvent républicaine. On sait que le Midwest est souvent républicain, mais il y a un certain nombre de swing states qui sont déterminants. Swing voulant dire qu'ils peuvent passer de l'un à l'autre. Et on se souvient qu'en 2016, j'étais moi-même à Washington à l'époque, les 4 États, donc la Géorgie, la Pennsylvanie, le Minnesota et le Michigan, avaient vraiment fait basculer l'élection parce que finalement, ces États-là avaient envoyé suffisamment de délégués donc de différents États au collège électoral pour faire emporter la victoire à Donald Trump. Alors je vais juste partager, si j'y arrive, deux sondages. Alors c'est toujours, j'ai plus l'habitude de partager. Euh, je vais voir si j'y arrive. Bon, écoutez, je ne sais pas si je vais y arriver. Bon, peu importe. Écoutez, c'était essentiellement pour vous parler des sondages, donc je vais en parler sans partager. On est aujourd'hui pour Kamala Harris à 52% selon CBS, contre 48% au niveau national. Ce qui est intéressant, c'est que dans les battlegrounds, donc principalement les 4 États auxquels je faisais référence, on est à 51% contre 49%. Donc 51% pour Trump, 49%
pour Harris. C'est-à-dire que, évidemment, il y a une marge d'erreur très importante. Et l'économie, évidemment, est un facteur important, je dirais décisif pour les Américains, hein, comme dans la plupart des pays. Et donc, actuellement, si vous voulez, le peuple américain est divisé sur les bénéfices qu'il retire de l'administration démocrate dirigée par Joe Biden et dont Kamala Harris était la vice-présidente. Et donc, je pense que le jeu est relativement ouvert sur l'élection du 5 novembre, parce que Donald Trump, à de nombreux égards, fait mieux dans les sondages sur l'économie que Kamala Harris. Alors, quelques questions qui se posent quand même sur cette élection américaine. D'une part, bon, bah, le phénomène Trump, il s'est durablement installé dans la société américaine. On peut dire que le paysage politique a été métamorphosé par l'arrivée de Trump en 2016, tonitruante, et que sa présidence, qui s'est terminée, comme on le sait, dans énormément presque dans le sang, hein, avec la prise du Capitole, elle a donné lieu à, évidemment, énormément de procès qui n'ont pas été conclus, ou en tout cas qui n'ont pas empêché Donald Trump de se présenter. Et le Parti républicain, eh bien, a été, on peut dire, kidnappé par Trump et son mouvement MAGA, Make America Great Again. Et finalement, son poulain Vance, qui n'a que 40 ans et qui n'est sénateur que depuis 1 an et demi, eh bien, est arrivé là un peu comme le successeur de Trump. Donc ce mouvement ne va pas disparaître du jour au lendemain, sachant que Donald Trump a annoncé qu'en 2028, quoi qu'il arrive, il ne se représenterait pas une fois de plus à la présidence. Donc s'il perd, bon, bah, le mouvement va être entre les mains de ses successeurs, et en particulier, on pense à Vance. Quid des... Donc, alors, juste quand même une chose, c'est que le parti conservateur, le parti républicain tel qu'on l'a connu n'a pas complètement disparu, mais le leader du Sénat, qui s'appelle Mitch McConnell, va quand même prendre sa retraite, et un certain nombre de figures du parti républicain sont sans doute, ont plus ou moins pris leur retraite ou en tout cas se sont mis à l'écart de la vie politique, étant donné la prise de contrôle par Trump. Et puis alors le Parti démocrate, eh bien évidemment, il est au pouvoir là depuis 4 ans. Il a à la fois la Maison-Blanche et le Sénat, mais il pourrait perdre le Sénat, puisque dans 2 ou 3 cas, il semble que le candidat républicain l'emporte et que la faible majorité des démocrates au Sénat puisse basculer. En revanche, la Chambre des représentants a de fortes chances de basculer côté démocrate. Donc on pourrait se retrouver avec différents cas de figure, une Maison-Blanche démocrate avec une Chambre des représentants démocrate et un Sénat républicain, une Maison-Blanche républicaine avec un Sénat républicain et une Chambre des représentants démocrates, et sans aucune chance, une Maison-Blanche démocrate qui aurait les deux chambres du Congrès avec elle, ce qui évidemment serait inespéré pour Madame Harris. Alors, que peut-on attendre sur le plan de la politique étrangère, et en particulier le sujet dont parlait Aurélien, c'est-à-dire la relation avec la Chine? Parce que nous sommes dans une relation une situation de compétition entre les grandes puissances, on en a parlé, Frédéric en a parlé, Vincent également. Euh, et il est clair que les choses ont fondamentalement changé à la fin de la présidence Obama, quand le président démocrate de l'époque, qui apporte d'ailleurs tout son soutien à Kamala Harris, a décrété le pivot asiatique, c'est-à-dire que l'Amérique allait se tourner vers l'Indo-Pacifique, vers l'Asie. Et c'est une décision qui a été, d'une certaine manière, reprise et amplifiée par l'administration Trump, qui en plus a lancé une guerre commerciale contre la Chine.
et par l'administration Biden qui finalement a fait la preuve qu'il y avait une sorte de consensus entre le Parti démocrate et le Parti républicain sur le fait que la Chine est le concurrent principal de l'Amérique. Alors, lors du débat présidentiel, le seul débat qui a eu lieu entre Kamala Harris et Donald Trump le 10 septembre, on a assez peu parlé de ces questions de rivalité Amérique-Chine. Et pourtant, cette rivalité, elle a lieu, comme dit mon ami Paul Tucker, dans tous les domaines, sur tous les continents, everywhere and everything. Et elle a lieu sur le plan économique, elle a lieu sur le plan militaire, elle a lieu sur le plan diplomatique, elle a lieu sur le plan, bien sûr, technologique et numérique. Et donc, les États-Unis sont convaincus, à différents niveaux, qu'il faut absolument freiner la montée en puissance chinoise, parce que finalement, les alliés de l'Amérique, en particulier en Indo-Pacifique, seront les victimes d'une Chine hyperpuissante, sachant que l'Amérique, évidemment, est prise dans d'autres régions, sur d'autres fronts, sur d'autres théâtres. Et donc, même si l'Amérique reste à un budget militaire de 800 milliards de dollars, donc largement au-dessus de celui de la Chine, en tout cas, c'est ce qui est écrit, même si les chiffres chinois ne sont pas toujours très fiables. Le fait que l'Amérique soit déployée un peu partout, alors que la Chine l'est principalement en Indo-Pacifique, face à Taïwan et en mer de Chine du Sud, fait qu'il y a une grande inquiétude de la part des, euh, des alliés de l'Amérique, en principalement le Japon, l'Inde, l'Australie, etc. Donc la grande question est de savoir ce qui se passera entre ces deux puissances. Et à Pékin, on regarde aussi l'élection américaine, comme un peu partout, sans se faire tellement d'illusions, parce que finalement, que ce soit Trump ou que ce soit Harris, cette rivalité, cette confrontation, cette, on a parlé du piège de Thucydide et en tout cas du fait qu'il y avait une puissance montante et une puissance existante. Tout cela fait que l'Amérique est relativement convaincue que son adversaire, c'est la Chine. Et je laisserai Jean-Marc Fenet développer les aspects chinois auxquels je peux bien sûr participer après. Merci. Merci beaucoup, cher Philippe. Et donc, la transition est toute trouvée pour passer la parole à Jean-Marc Fenet, qui est haut fonctionnaire à Bercy, qui a été notamment ministre conseiller en charge des affaires économiques et financières aux ambassades de France à New Delhi et à Pékin. Et tu vas nous parler de l'Indo-Pacifique, et ce sera le dernier tour de parole. Vous pouvez commencer à préparer vos questions dans le chat pour qu'ensuite on puisse tout de suite embrayer avec un échange de questions-réponses avec les différents intervenants. À toi, Jean-Marc. Merci beaucoup Aurélien. Oui, l'Indo-Pacifique reste évidemment une zone extrêmement sensible en cette rentrée. Elle est sensible à plusieurs points de vue. Économiquement, d'abord, ça reste quand même une locomotive de croissance de la planète, hein. La plupart des pays ne sont pas encore revenus au niveau de croissance qu'ils avaient pré-pandémique. Le retour à la normale est quand même un petit peu compliqué. La croissance mondiale, elle est autour de 3%. Mais toute la zone Asie-Pacifique, que ce soit l'Asie de l'Est ou que ce soit l'Asie du Sud, tire un peu la machine économique mondiale avec des taux quand même supérieurs, donc joue son rôle un petit peu, toujours un peu d'usine du monde. Et puis évidemment, c'est une zone de tension, et ça, c'est pas nouveau. Les tensions en mer de Chine, ça va de soi, on vient d'y faire allusion. Le sujet taïwanais qui reste évidemment toujours latent, et sans oublier d'ailleurs les tensions qui peuvent exister également dans l'Himalaya. Et il peut même se passer au cœur de l'été des choses que personne n'avait vu venir, comme une révolution au Bangladesh, par exemple. Alors, dans ce contexte-là, évidemment, un petit mot sur la Chine. La Chine qui reste évidemment le géant de la zone, et la Chine qui traverse une période difficile, compliquée, depuis la fin de la pandémie. On le sait notamment au plan économique, hein, qu'elle a du mal à revenir à son rythme et au dynamisme qu'elle avait avant le début de la pandémie et de la gestion un peu particulière qu'elle a eue de cette pandémie pendant 3 ans. Il y a évidemment plusieurs raisons à ça, on le sait bien, hein. Il y a notamment le fait que
l'économie chinoise est un espèce d'avion quadrimoteur dont deux moteurs sont éteints, en fait, et qui ne volent que sur deux moteurs, quoi, hein. La croissance, la demande interne, on sait qu'elle est aujourd'hui à peu près à tonne. Et puis l'investissement privé, qu'il soit chinois ou étranger, il est déclinant ou stagnant dans le meilleur des cas, ce qui sont quand même évidemment des signes d'inquiétude. La demande interne, c'est un signe d'inquiétude. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, la Banque centrale chinoise a pris des mesures pour baisser les taux, essayer de relancer un petit peu les choses. Mais ça reste quand même extrêmement, extrêmement modeste. Et l'investissement étranger aussi donne des signes de faiblesse extrêmement forts. Et ça, c'est assez nouveau dans l'économie chinoise. Alors, il faut y voir derrière plusieurs choses, hein. Sans doute, effectivement, il y a une crise immobilière qui traîne depuis 3 ans, qui n'a pas explosé comme elle avait explosé en Espagne il y a une quinzaine d'années en Europe, etc., mais qui joue un rôle de sorte de poison lent dans l'économie chinoise et qui provoque aussi bien du côté des consommateurs que du côté des investisseurs, et avec d'autres raisons, une vraie crise de confiance qui existe aujourd'hui, qu'on pourrait lier également avec le durcissement interne du régime. Alors, c'est dans ce contexte-là que tout le monde attendait un événement quand même assez important au début de l'été, au mois de juillet, qui s'appelle, pardon du jargon pour les non-initiés, le troisième plénum du comité central du parti. Entre deux congrès du parti, il y a à peu près 7 plénums et le troisième est traditionnellement consacré aux affaires économiques. Tout ça, c'est un peu de la mécanique interne. Mais dans le passé, ça a été important. En 1978, c'est le troisième plénum économique qui avait lancé l'ouverture de la Chine avec Deng Xiaoping. En 92, avait développé le concept d'économie socialiste de marché. Enfin, tout le monde s'attendait quand même au moins une petite rectification de cours, de plan de relance peut-être, de changement de cap économique. Bon, en 2 mots, chacun est un peu resté sur sa faim et a été réaffirmé une direction et un cap qui produit quand même un certain nombre d'inquiétudes. Bon, ce cap maintenu, c'est le cap de continuer à assurer la suprématie et la prééminence de la sécurité, de l'autosuffisance sur les autres questions, notamment les questions économiques, de confirmer la prédominance du politique sur l'économique, donc un espèce de retournement quand même sur les 30 ou 40 dernières années depuis la mort de Mao Tse-tung, et puis d'avoir en quelque sorte de continuer à miser sur les deux moteurs restants, c'est-à-dire l'investissement public qui est concentré désormais uniquement sur des nouvelles technologies sur lesquelles la Chine veut prendre la suprématie mondiale aujourd'hui. Ils sont d'ailleurs nommés, on appelle ça le nouveau trio, dans ce vocabulaire un peu néo-marxiste, on appelle ça les nouvelles forces productives de haute qualité. C'est effectivement les véhicules électriques, les batteries et le renouvelable. Et donc d'essayer dans ce domaine-là de prendre des positions mondiales de suprématie qui sont à peu près celles que la Chine occupe, par exemple, sur les panneaux photovoltaïques aujourd'hui dans le monde. Donc, s'assurer pour les prochaines années une suprématie mondiale et en développant des surcapacités qui ne trouvent de débouchés que sur les marchés extérieurs. Et c'est là que cette évolution, quand même, si on prend un petit peu de recul, est quand même assez inquiétante. C'est que le modèle économique chinois est générateur à l'heure actuelle de tensions, et notamment de tensions commerciales, qui probablement ne vont que s'accroître parce qu'ils misent complètement sur ces surcapacités et donc sur les marchés extérieurs au moment où ils sont en train de se fermer. Regardons le marché américain, 100% de droits de douane sur les véhicules électriques chinois, le Canada qui a emboîté le pas avec 100% également, l'Union européenne qui ne se ferme pas mais qui est en train de durcir sa position avec des propositions d'augmentation de taxes à l'entrée des véhicules électriques chinois plus modestes, mais qui sont quand même assez réelles, et d'ailleurs suivies, y compris par d'autres marchés émergents. On pense au Brésil, on pense à la Turquie, qui ont également pris des mesures, et puis des pays émergents qui sont eux-mêmes victimes des surcapacités chinoises. On a vu, il y a peu de temps, que la plus grande aciérie chilienne doit fermer parce que l'acier chinois débarque et envahit les marchés sud-américains. Il coûte 40% moins cher que l'acier chilien, donc fortement subventionné et évidemment produit de surproduction. Donc tout ça est un peu inquiétant parce qu'on sent venir ces tensions commerciales. Elles sont en train d'arriver assez doucement en Europe.
pour l'instant, la Chine calme un petit peu le jeu, comme elle est en position un peu attentiste, comme elle l'est en attendant les élections américaines sur le front transatlantique. Elle attend la confirmation des mesures commerciales en Europe, mais elles sont à peu près acquises. Et pour l'instant, prend deux types de contre-mesures. La première, assez classique, qui sont des prises d'otages. Ça s'appelle le cognac, ça s'appelle le porc, ça s'appelle les produits laitiers, sur lesquels la Chine prend des contre-mesures tarifaires. Et puis la deuxième, qui est également une vieille habitude, qui est d'essayer de jouer les divisions à l'intérieur de l'Union européenne. Elle avait essayé de pratiquer ce petit jeu il y a une douzaine d'années avec l'Europe orientale et du Sud. Ça s'appelait le 17+1 à l'époque. Là, elle voit avec satisfaction la montée d'un front germano-espagnol contre les mesures tarifaires contre les véhicules électriques. Donc cette tentation de mettre des coins à l'intérieur de l'Union européenne peut être toujours assez latente. Et là, potentiellement, peut être quelque chose qui est source de tension. Alors, c'est difficile de parler je disais tout à l'heure, et la Chine essayait un petit peu de calmer le jeu. Dans la zone Indo-Pacifique, c'est un peu compliqué de dire que le jeu est calmé. Au cours de cet été, on a vu quand même des tensions assez fortes avec le Japon. On a vu des tensions qui perdurent et qui sont très fortes avec les Philippines à l'heure actuelle. Et puis le sujet taïwanais qui sans s'être fortement aggravé depuis les élections présidentielles de Taïwan, reste quand même extrêmement, extrêmement latent. Il y a peut-être un domaine sur lequel le jeu est en train un petit peu de se calmer, ce sont les relations sino-indiennes, parce que les deux géants asiatiques ont un peu un intérêt commun à l'heure actuelle à calmer le jeu. Il y a un intérêt chinois à ne pas ouvrir de front supplémentaire, et puis je crois que le marché indien intéresse quand même évidemment l'industrie chinoise comme débouché. Mais du côté indien, il y a aussi un intérêt un peu à calmer le jeu à l'heure actuelle. On a vu par exemple un ambassadeur chinois qui est enfin nommé à Delhi alors que le poste était quasiment vacant depuis 2 ans. On voit l'Inde qui est en train un petit peu d'assouplir les conditions d'entrée des investissements chinois en Inde, ce qui n'était pas tout à fait le cas jusqu'à présent. C'est que l'Inde est aujourd'hui dans une situation un petit peu plus compliquée depuis le début de l'été qu'elle l'était, je dirais, depuis la fin de l'année 2023 et le printemps dernier, où un peu dans la foulée d'un G20 réussi, on avait pu parler ici ou là d'un moment indien qui projetait l'Inde sur la une de la scène mondiale. Elle traverse là une période un peu plus compliquée, d'abord politiquement en interne. Les élections générales ont vu le troisième mandat de Narendra Modi, le Premier ministre et de son parti, le BJP, mais dans des conditions beaucoup, beaucoup plus serrées que la fois précédente, et puis surtout de ce qui était attendu, puisqu'il n'a qu'une petite majorité, il n'a à lui seul qu'une petite majorité relative, et qu'il doit sa majorité absolue à une coalition avec des partis régionaux, notamment 2 grands partis régionaux, dont on sait et qui ont montré par le passé qu'ils étaient extrêmement volatiles. Hein. Donc, ils passent d'un camp à l'autre de façon sans beaucoup de difficultés. Donc, c'est quand même assez fragile. Au plan extérieur, l'Inde a connu aussi quand même quelques revers. Il est entouré aujourd'hui de voisins qui ne lui veulent pas toujours du bien. Je pense évidemment au Pakistan, ça va de soi. Les Maldives qui sont un peu passées pro-chinoises il n'y a pas très très longtemps. Les élections de dimanche dernier au Sri Lanka qui voient arriver un président dont on peut peut-être, l'avenir le dira, mais estimer qu'il aura peut-être un peu plus des sympathies pro-chinoises que pro-indiennes. Et puis, et surtout, il a perdu son principal allié dans son voisinage proche, qui était la première ministre Sheikh Hasina et son parti, la Ligue Awami au Bangladesh, à travers la révolution sanglante qu'il y a eu au cours de l'été, et vis-à-vis de laquelle l'Inde s'est trouvée un petit peu démunie et a joué sans doute un peu de façon maladroite, en tout cas ne s'est pas attiré les bonnes grâces du nouveau gouvernement bangladeshi mené par l'ancien prix Nobel d'économie. Et donc, se trouve aujourd'hui probablement dans une situation un petit peu plus compliquée. Or, l'Inde a besoin de temps, et je pense que c'est pour ça qu'elle joue probablement un petit peu l'apaisement. Elle a besoin de temps pour reconstituer pour son économie, parce que si l'Inde peut rivaliser avec la Chine au plan démographique, il
ne jouent pas encore dans la même catégorie au plan économique, hein. Il y a un écart quasiment de 1 à 6 entre les deux pays au plan économique. Donc, elle a besoin de temps pour rattraper, elle a besoin de temps pour se remettre à niveau militairement également, parce qu'une grande partie de sa frontière contestée avec la Chine se fait un petit peu grignoter à l'heure actuelle par l'armée chinoise, et l'Inde porte les yeux ailleurs en attendant d'avoir des capacités militaires qui lui permettent un jour peut-être de réagir par rapport à cela. Et puis, elle a besoin de temps aussi pour continuer de peaufiner sa diplomatie mondiale, un peu originale, mais qui s'affirme de plus en plus, qui se veut un point d'équilibre entre l'Ouest et le Sud, ou le Sud global, comme on dit maintenant. Et on a vu différentes manifestations qui ont montré un petit peu ça. En l'espace de 2 mois, Narendra Modi est allé serrer dans ses bras Vladimir Poutine à Moscou, et a été ensuite, 2 ou 3 mois plus tard, le grand leader du Sud à faire le voyage à Kiev pour aller saluer le président Zelensky. Il y a quelques jours, Narendra Modi était dans le Delaware en train de rencontrer Joe Biden dans le cadre du Quad, qui est ce petit club à tonalité très anti-chinoise qui unit l'Inde, les États-Unis, le Japon et l'Australie. Et à la fin du mois d'octobre, il sera à Kazan, en Russie, pour la réunion des BRICS. Donc on voit ce jeu d'équilibrisme un peu équilibriste, un peu sensible, théorisé par le ministre des Affaires étrangères indien, Jaishankar, qui appelle ça le multi-alignement, mais qui a besoin, là encore, de se peaufiner pour essayer de projeter une puissance indienne au plan mondial qui pour l'instant, n'est pas encore complètement soutenue par une puissance économique complètement forte. Voilà, je voudrais peut-être passer une dernière minute, mais vraiment c'est un point de focal pour signaler à nos auditeurs que dans toute cette actualité indo-pacifique de l'été, il y a peut-être un point qui est pour eux passé sous le radar, mais sur lequel je voudrais juste attirer leur attention. Ce qui s'est passé cet été au Vietnam. Il ne s'est rien passé de particulier, sauf qu'est arrivé au pouvoir une personne de 67 ans, donc à l'aune vietnamienne, c'est quasiment un adolescent. Il vient des services de sécurité, il est depuis le mois de mai président de la République, depuis le mois d'août secrétaire général du parti, et il vient de lancer une grande purge anticorruption au sein du parti. Pour ceux qui connaissent un petit peu la région, ça leur rappellera peut-être Xi Jinping en 2012, évidemment toute proportion gardée, mais il y a un petit tigre ou un petit dragon, comme on voudra, économique, qui se porte très très bien, qui suit complètement le modèle chinois, qui le suivait fortement au plan politique, au plan économique, qui a l'air de le suivre aussi un petit peu au plan politique. Son premier déplacement à l'étranger a été à Pékin cet été. Alors, les relations sino-vietnamiennes sont très compliquées, et elles le sont quasiment depuis 2000 ans. Hein. Donc, le Vietnam sait se méfier d'un voisin aussi puissant, avec lequel d'ailleurs il a été en guerre quelques semaines en 1979, donc il s'en rappelle évidemment. Mais dans ce jeu d'équilibre, voilà, c'est un point de surveillance dont on aura peut-être l'occasion de reparler lors d'exercices suivants. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, cher Jean-Marc. Ainsi donc se clôture le tour d'horizon dont on voulait partager avec vous quelques traits. Je dis en passant qu'on n'oublie pas non plus la situation en Ukraine, hein. On en est au 944e jour de l'opération militaire spéciale, avec d'un côté une alliance qui se consolide, la Russie bénéficiant d'apports d'armes massifs en provenance de l'Iran, des Shahed, mais désormais également des missiles, et de Corée du Nord, avec des obus et des missiles aussi sans doute de différents formats. Mais puis ce développement assez extraordinaire où, pour la première fois donc depuis 1941, le territoire russe se trouve envahi par une force armée étrangère, l'Ukraine ayant fait cette diversion en direction de Koursk, où semble contrôler aujourd'hui à peu près 1000 km². Et finalement, on se confirme un peu le pattern dont je vous parlais l'an dernier, à savoir que Vladimir Poutine pose des lignes rouges en menaçant des plus grandes représailles si jamais elles sont enfoncées. Mais à partir du moment où elles sont enfoncées, là, il y a une entreprise forcenée qui consiste à minimiser en fait le fait qu'elle ait été enfoncée, qu'en fait tout ça ne compte pas du tout, pour peut-être mieux masquer le fait qu'il n'y a pas de représailles. Donc on l'a vu à de multiples reprises depuis 2 ans.
sur la fourniture de chars lourds de combat. Vous verrez si jamais il y a des chars lourds de combat. Il y en a eu, on n'a rien vu. On l'a vu sur les F-16, on le voit aujourd'hui sur les frappes dans la profondeur. On l'a vu sur les attaques en Crimée, on l'a vu même là, donc en grand format, sur l'attaque sur le sol même russe. Donc ça fait un tableau assez ambivalent, d'une part d'une extraordinaire capacité des Ukrainiens à se défendre, d'autre part d'une tout aussi extraordinaire capacité des Russes à continuer à agresser avec un déferlement humain sidérant. Et par ailleurs, des provocations. Enfin, hier, il y a eu l'espace aérien japonais a été violé à 3 reprises par des avions de chasse russes, ce qui arrive également quasiment chaque semaine en Scandinavie. Voilà. Donc, on pourra également revenir, si vous le souhaitez, sur la Russie. Il y avait déjà une très bonne question dans le chat, et je vous invite à continuer à nourrir ce chat. Cette question est ce qu'on appelle un crossover, puisqu'en fait, Amélie Pied nous demande quelle est la position de Trump sur la défense de Taïwan. Donc on est à la fois sur ce qui se passe aux États-Unis, ce que ça signifie pour le détroit de Taïwan et l'île de Taïwan. Peut-être un point, Philippe, Jean-Marc, Frédéric, lequel d'entre vous veut donner un petit élément de réponse et essayer d'être aussi bref que possible pour qu'on puisse prendre beaucoup de questions. Moi, je veux bien dire un mot. Trump, c'est le roi de l'ambiguïté. Et je dirais que les États-Unis, de manière générale, euh, entretiennent l'ambiguïté stratégique sur Taïwan pour des raisons justement stratégiques. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas intérêt à dire exactement ce qu'ils feraient parce que la Chine elle-même entretient un doute sur la façon dont elle pourrait attaquer Taïwan, soit par les armes, soit par une guerre cognitive ou que sais-je encore, ou un boycott ou un encerclement de l'île. Pour ce qui concerne Trump, il a quand même semé le trouble il y a quelques semaines en disant que Taïwan devrait payer pour sa défense. Alors c'est un discours trumpiste bien connu puisqu'il avait déjà accusé les Européens, et y compris les membres de l'OTAN. On s'en souvient lors de son premier mandat, enfin de son mandat, de ne pas payer suffisamment pour la défense. Et donc, ça avait semé le trouble, notamment en Allemagne et dans pas mal de pays d'Europe. Aujourd'hui, bon, bah, Taïwan, en fait, a fait des gros efforts, puisque son budget de la défense est passé de 2% à 2,5% de son PIB entre 2017 et 2023. Taïwan fait énormément d'efforts. Mais on sait que Trump est capable d'énormément de bifurcation, de changement, qu'il avait pris au téléphone l'ancienne présidente de Taïwan, Madame Tsai Ing-wen. On ne savait pas très bien il l'avait fait volontairement ou pas après son élection, et qu'ensuite il a à la fois embrassé Xi Jinping et l'a dénoncé comme un dictateur qui profitait de l'Amérique. Donc, la réponse, malheureusement, n'est pas directe parce que le Parti républicain est évidemment favorable à Taïwan, mais le Parti trumpiste, qui est en train de prendre plus ou moins le contrôle du Parti républicain, pourrait très bien se transformer. Vous savez que Trump est l'auteur d'un livre qui s'appelle The Art of the Deal, et ça pourrait très bien être un autre deal dans lequel il ne faut jamais oublier la question des semi-conducteurs, chère à beaucoup d'entre nous, puisque TSMC, la grande société de Taïwan, qui est le numéro 1 mondial des semi-conducteurs, évidemment, pourrait être visée directement ou indirectement en cas de guerre à Taïwan, et que les États-Unis ont besoin de TSMC à tel point qu'ils ont favorisé un investissement de TSMC en Arizona pour essayer de minimiser les risques en cas de conflit dans le détroit de Taïwan. Pour Frédéric et ou Jean-Marc, justement, comment est perçue depuis Taïwan l'élection américaine? Jean-Marc? Micro, Jean-Marc? Non, je crois que moi, Philippe l'a bien vu. Je pense que personne n'est complètement rassuré par la personnalité de Donald Trump qui a une vision transactionnelle des relations internationales.
du coup de menton, de sa capacité un peu narcissique à pouvoir faire des deals avec. Et donc, personne, je pense qu'on ne se fait pas beaucoup d'illusions à Taïwan sur le fait que peut-être demain, sur un coup de tête, un président américain pourrait dire j'ai vu Xi Jinping pendant 2 jours, ça y est, on a dealé, je suis le plus fort, etc. Bon, je pense que, encore une fois, à Taïwan, pour l'instant, le principal espoir, c'est que le danger n'est pas complètement immédiat, mais enfin, me semble-t-il, et c'est difficile de faire beaucoup de paris dans cette affaire. Personne n'imagine, sauf vraiment grosse surprise, des interventions directes chinoises avant quand même maintenant plusieurs années. D'abord parce qu'il faut quand même une capacité militaire qui pour l'instant n'est pas quand même encore complètement totale. Ce qui se poursuit et ce qui est quand même toujours inquiétant, c'est une espèce d'étrangleur ottoman autour de l'île, quoi. C'est-à-dire on ne bloque pas complètement l'île, mais on sature son espace, on sature notamment cette fameuse Hadise, cette zone qui n'est pas l'espace aérien de Sri Lanka, de Taïwan, mais qui est l'espace d'identification à partir duquel, normalement, tout avion qui franchit cette ligne devrait pouvoir s'identifier. Et comme il y a tous les jours à peu près 10, 20, 30, 40 avions chinois qui franchissent allègrement cette zone, il y a une saturation qui fait que le jour où les choses pourraient devenir plus sensibles et plus graves, on n'aurait pas forcément immédiatement les signaux qui permettraient de le sentir. Voilà. Merci Jean-Marc. Un mot de plus de la part de Frédéric. Micro. Voilà. Non, très rapidement, c'est vrai qu'il y a une ambiguïté Trump, ça a été dit. Il y a d'un côté, en même temps, c'est un acharné, si je puis dire, contre la Chine, ce qui peut plaire à un certain nombre de ses alliés dans la région, et en même temps, il demande à ses alliés de payer pour leur défense. Alors, juste pour rappel, parce que Philippe et Jean-Marc ont déjà très bien dit tout ça, mais il y a eu une évolution, un rappel, je veux dire, très court et pédagogique. L'évolution qu'il y a eu, c'est que pour la première fois, pour la première fois sous Biden, un président américain, a dit qu'il défendrait Taïwan en cas d'agression chinoise. Alors, la première fois, on n'était pas très sûr que ce ne soit pas une gaffe, parce que on s'en souvient, c'était un contexte un petit peu étrange, hein. On le voit marcher, sortir d'une réunion, et quelqu'un lui demande, est-ce que vous défendriez Taïwan? Il se retourne en disant, comment? Oui, oui, bien sûr, oui. Bon, là, on n'est pas sûr qu'il a bien compris, mais il va le redire plusieurs fois. Et l'ambiguïté, comme dit Philippe, est maintenue par l'administration américaine. C'est-à-dire plusieurs fois, Biden dit oui, nous défendrions Taïwan. Et en même temps, l'administration derrière dit, naturellement, notre position n'a pas changé. Non, simplement, c'est une atmosphère qui a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans des simulations de conflits dans l'armée américaine, on se prépare très activement dans toutes les simulations à un conflit sur Taïwan. Les think tanks américains déploient des tonnes d'études de simulation de ce que donnerait une bagarre réelle entre la Chine et les États-Unis dans la région. Et on voit bien aussi que les États-Unis réfléchissent à une réinstallation, un redéploiement de leur base afin qu'ils ne soient pas à la portée des missiles chinois. Donc quand même, oui, on sent que quoi qu'il arrive, il y a des préparatifs qui sont en train de se faire. Est-ce que Trump pourrait revenir là-dessus complètement? Il y a la tendance lourde qui est qu'il y a des préparatifs quand même de redéploiement, qu'il y a des études en cours. Puis il y a évidemment, après, il y a les tweets de Donald Trump qui font beaucoup de dégâts. Mais est-ce que ça va toucher la structure des redéploiements qui sont en cours? C'est ça la vraie question. Merci. Peut-être une dernière question sur les États-Unis avant qu'on bascule sur plutôt le théâtre du Proche-Orient. Est-ce que Philippe, tu pourrais apporter ta réponse à la question sur finalement quelle serait la vision de la politique extérieure américaine de Kamala Harris? Moi, je crois que pour l'instant, elle n'a pas vraiment fait de discours de politique étrangère. Elle a été une vice-présidente, comme tous les vice-présidents américains, discrète, et elle a laissé le président Biden faire sa politique étrangère, qui est un sujet qu'il connaît bien, puisqu'il a une longue expérience de la diplomatie et des affaires étrangères comme sénateur, comme vice-président, bien entendu, et que sa présidence a consisté à relancer les alliances
avec les pays d'Asie, d'Indo-Pacifique, avec l'Australie à travers AUKUS, avec le Japon et la Corée qui se sont parlé entre eux pour la première fois depuis des années à haut niveau, et puis aussi avec les pays de l'Europe, un peu aidés par Vladimir Poutine et par les conflits voilà, autour de principalement l'Ukraine. Je ne pense pas que Kamala Harris ait des idées très fortes en matière de politique étrangère. Elle a fait un certain nombre de discours pendant ces 4 ans. Je pense principalement qu'elle va tenir la ligne qui a été celle de Anthony Blinken, Jack Sullivan, qui seront des gens qui changeront sans doute, enfin, qui seront remplacés par des proches de la vice-présidente si elle devient présidente. Par ailleurs, je note, pour avoir également interrogé un certain nombre de collègues chinois sur le sujet, que la vice-présidente est de Californie, que la Californie est tournée vers le Pacifique, ce qui est une chose qui plaît plutôt en Chine, par exemple, et en Asie du Sud-Est. Donc je ne pense pas, si vous voulez, que malgré ses passages à la conférence de sécurité de Munich, Madame Harris va un petit peu, à l'image de son mentor Barack Obama, devenir une europhile. Et je pense que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle d'avoir Kamala Harris à la Maison-Blanche en matière de relations transatlantiques. Et je pense que le pivot asiatique va continuer, que ce soit Trump, bon, dont on connaît les atermoiements, ou que ce soit Kamala Harris. Juste une question dont la réponse vient en une seconde, et sans doute qu'on n'a pas la réponse, mais sait-on qui serait le secrétaire d'État de Kamala Harris si elle était élue? Elle gardait Blinken, qui est quand même, voilà, qui a un tropisme européen assez fort, ou pas, on ne sait pas. J'en doute fort parce que ce n'est pas dans la tradition américaine de garder quelqu'un d'un président à l'autre. Par contre, on a une petite idée de qui pourrait être son conseiller pour la sécurité nationale. Ça pourrait être Philip Gordon, qui est son conseiller actuel en tant que vice-présidente. Mais il y a d'autres noms qui circulent et donc on n'en sait rien. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Une question pour Joseph Maïla. Évidemment, c'est pour toi, question difficile, sensible, mais comment vois-tu finalement, compte tenu de la configuration actuelle, mais aussi de tout ce qu'on sait des dernières décennies, sur la crédibilité, la viabilité d'une solution à deux États, ce d'autant plus, nous dit Jean-Philippe Bover dans sa question, si un de ces deux États est partagé en deux, avec Gaza d'un côté dominé par le Hamas et puis la Cisjordanie de l'autre. Un peu de Oui, prospective pour toi, donc. oui, question compliquée, effectivement. Mais je voudrais rebondir, Aurélien, si tu permets, sur la question de la politique extérieure de Madame Harris. Il y a quand même des nuances qui se font dans cette bataille, pour le moment, diplomatique feutrée entre le clan Harris et le clan Trump. Je veux dire, sur la question qui nous concerne, qui nous concerne, puisque j'avais à faire mon topo sur la Palestine et Israël, il y a cette idée, au fond, qu'il y a une critique qui est en train de surgir de manière très feutrée chez Kamala Harris en disant, bien sûr, je continuerai à appuyer Israël de toutes mes forces, mais peut-être qu'il faudrait qu'Israël ne pratique pas cette défense d'elle-même ou de lui-même, pardon, qui est véritablement le fondement de la politique américaine, qui effectivement permet à Israël de se défendre autant qu'elle se peut. Et elle ajoute, mais c'est peut-être pas le meilleur moyen, le moyen choisi par Israël, cette riposte tous azimuts, n'est peut-être pas le seul moyen. Et en face, on voit le clan Trump qui dit, mais si Kamala Harris accède à l'autorité suprême, au pouvoir suprême aux États-Unis, je ne donne pas cher de l'existence d'Israël. Et donc, on voit cette surenchère. Mais certainement qu'il y aura un bémol qui, je parle sous le contrôle de Philippe, est dû à l'importance d'un État comme celui de la Pennsylvanie, mais surtout celui du Michigan, où il faudrait véritablement recueillir ce vote alors tiers-mondiste, favorable à Israël, aux Palestiniens. Et donc, il y a une modulation de ce point de vue avec une continuité, à mon avis, de la politique qui a été inaugurée par Obama, continuée par Biden, poursuivie, si elle est élue, bien sûr, par le clan Harris, mais avec une importance grandissante de l'aile gauche du Parti démocrate qui pourrait imposer un tournant, un petit tournant, mais un tournant certain dans la politique proche-orientale. L'idée des deux États, bien entendu, c'est l'idée clé.
Elle est défendue par qui, pour essayer de répondre à la question? Elle est défendue par Biden. Le plan Biden prévoit que les deux États sont la meilleure solution, la meilleure sortie de crise. Elle est défendue aussi par l'Europe, qui ne voit pas d'autre solution que celle des deux États, avec une pointe d'exaspération de la part du Portugal, on l'a vu récemment, de l'Espagne, les pays baltes aussi commencent à s'impatienter avec cette idée qu'il faudrait passer effectivement à un processus de paix qui met la France, la politique étrangère aussi, qui est sommée de manière feutrée de prendre position et de reconnaître d'emblée l'État de Palestine. Bon, l'idée, effectivement, ce serait de faire droit à une demande palestinienne qui était prévue, non pas explicitement, mais de manière tendancielle dans l'accord d'Oslo. Finalement, on s'acheminerait vers une solution des questions qui fâchent, le retour des Palestiniens, la création de Jérusalem comme État palestinien, comme capitale de la Palestine unifiée, l'autorité palestinienne rénovée par les accords d'Oslo qui a donné donc l'autorité palestinienne qui siège à Gaza. Il y a donc une tendance qui va dans ce sens-là. Mais en face, il faut voir aussi qui sont les partis qui sont absolument contre tout cela. La partie qui ne veut vraiment pas de cet État palestinien, c'est aujourd'hui Israël. Alors, l'Israël de Netanyahou, on est bien d'accord. L'Israël de la coalition, on est encore plus d'accord, puisque Ben Gvir et Smotrich, c'est-à-dire l'aile droite de la coalition palestinienne, sont eux non seulement contre un État palestinien, mais pour la colonisation de ce qu'ils appellent la Judée-Samarie, c'est-à-dire la Cisjordanie. Donc c'est un rejet. Et dans les sondages en Israël, on perçoit aussi, au fond, que ce n'est pas le moment de parler d'un État palestinien après l'expérience de Gaza où on a vu surgir les Palestiniens de cette manière-là. Donc la question de la faisabilité de l'État palestinien se pose. Et elle se pose sur deux plans. Si un État palestinien devait surgir, où surgirait-il? Bien entendu, il surgirait à Gaza et en Cisjordanie. Mais la Cisjordanie est déjà fait l'objet d'une colonisation qui est à 400 000 ou 500 000 colons qui sont déjà installés en Cisjordanie. Beaucoup d'experts pensent qu'on peut faire une place, et je le pense aussi, avec des aménagements territoriaux à un État palestinien, mais à condition que le gouvernement d'Israël se montre capable de trouver une solution, de ramener une partie des colons au moins en Israël. Deuxièmement, elle se pose donc sur un plan de l'assiette territoriale, et deuxièmement, elle se pose sur la question de l'autorité palestinienne. Dans le cas d'un État palestinien, ou dans le cas d'une acceptation au fond de l'idée de cet État, quelle serait la puissance capable aujourd'hui de gouverner en Palestine? L'autorité déclinante de Mahmoud Abbas, qui est un vieux monsieur, qui est un petit peu dépassé par les événements. La Palestine marche sur deux pieds, la Cisjordanie et Gaza. Gaza, on ne voit pas du tout qui pourrait prendre le contrôle de Gaza aujourd'hui, sur le plan palestinien bien sûr, et de présenter une alternative crédible. On ne voit pas non plus comment l'autorité palestinienne déclinante à Ramallah pourrait se positionner comme une autorité capable de gouverner. Donc, pour le moment, à court terme, et je dirais même à moyen terme, il est bon de proclamer qu'un État palestinien est une solution. Mais le processus qui va enclencher la mise en œuvre effective et faisable et praticable d'un État palestinien n'est pas là. Il faut le dire de manière réaliste. Le plan Biden, ou l'administration Biden, a eu le courage de dire effectivement, l'État palestinien est une solution, mais le processus de rénovation, de création d'une autorité palestinienne restructurée, renouvelée, avec le Hamas qui intégrerait l'OLP, qui ferait partie du Parlement palestinien et qui ne serait pas en dehors du consensus palestinien, puisqu'aujourd'hui, le Hamas est sorti du cadre légal d'acceptation de la Palestine, dans ce qui est un cadre d'OLP, qui est un cadre de Parlement palestinien,
le Hamas ne figure pas dans ce cadre institutionnel. Donc le plan Biden serait de dire, le plan palestinien, l'État palestinien, deux, en Cisjordanie et à Gaza, et trois, avec une autorité palestinienne qui serait renouvelée, revigorée, avec toujours cette idée au fond que l'on pourrait amener des experts, des technocrates qui pourraient non seulement créer l'infrastructure suffisante pour cet État palestinien, mais qui pourraient aussi apporter une administration neuve avec des technocrates qui ont fait leur preuve, notamment beaucoup de Palestiniens faisaient partie, ont été formés à la Banque mondiale et sont ceux qui aujourd'hui pourraient être appelés à partir de ce qu'on appelle le gouvernement de Ramallah, c'est-à-dire le gouvernement qui entoure Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne, pourrait apporter une crédibilité. Mais la crise de confiance est telle entre les deux peuples aujourd'hui, elle est énorme, elle est telle que l'idée d'un État palestinien satisfait aux exigences d'une représentation palestinienne dans un cadre étatique qui ferait droit à ce sentiment d'avoir un chez-soi et d'affirmer ses droits. Et deuxièmement, qui se concilie mal avec l'état actuel de délabrement de l'autorité palestinienne, de la destruction de l'infrastructure à Gaza, et puis de la mise au pas qui se fait tous les jours, en Cisjordanie. Il y a des expéditions israéliennes qui essayent d'empêcher que la Cisjordanie devienne ce front qui n'a pas vu le jour dans cette guerre d'1 an à Gaza et qui pourrait effectivement constituer une autre forme de mobilisation contre l'État d'Israël. Question compliquée, avec des espérances de vie pour l'État palestinien limitées pour le moment. Merci, cher Joseph, pour ta réponse passionnante à ces questions qui effectivement n'étaient pas faciles. Il y en a une autre là qui n'est pas facile non plus. Jean Guéret qui nous interroge, la France est de plus en plus contestée, voire inaudible dans le monde et en Europe. Alors vous citez différents exemples dont on pourrait parler, parce que par exemple l'ingérence de l'Azerbaïdjan en Nouvelle-Calédonie, en sens inverse, dans cette région-là, la France marque des points par exemple en Arménie. On entend beaucoup parler des faiblesses dans les médias. Quels sont donc les atouts de la France dans ce monde en crise permanente? Finalement, dans quelle mesure la France conserve des clés, des atouts pour jouer un rôle d'influence, pour participer à des décisions? Peut-être, Frédéric, si tu veux prendre cette question. Oui, merci. C'est effectivement une question compliquée. Les atouts et les faiblesses, là encore, je crains que ce soit un plan en deux parties déséquilibré actuellement. Alors, le point sur lequel il faut revenir, c'est que on traverse une séquence difficile. On traverse une séquence difficile du point de vue d'abord de la situation internationale. C'est pas forcément de notre faute dans la mesure où il n'y a pas beaucoup d'autres pays qui font mieux, mais nous sommes dans une phase difficile pour plusieurs raisons. D'abord parce que les cercles d'appartenance dans lesquels nous sommes sont soit fragiles ou en crise, soit nous-mêmes nous sommes un peu en recul. L'OTAN, aujourd'hui, en apparence, s'élargit et nous y jouons un rôle important puisqu'il y a deux membres qui étaient neutres, on le sait, qui ont rejoint l'OTAN. Mais en même temps, l'OTAN est très fragilisée par la prochaine élection présidentielle américaine et même au-delà par le fait qu'il y a une contestation maintenant de l'utilité de l'OTAN aux États-Unis pour toute une partie de l'échiquier américain, alors que c'est un cercle d'appartenance sur lequel on compte beaucoup. L'Union européenne, on le sait, c'est quelque chose d'assez compliqué on l'a encore vu avec le débarquement de notre commissaire Thierry Breton, on l'a vu, on le voit parce qu'il y a aussi des régimes qui s'auto-qualifient d'illibéraux, qui sont en réalité populistes, qui effectivement enfoncent un coin dans la cohésion de l'Union européenne. Donc c'est un cercle sur lequel nous comptons beaucoup aussi comme vecteur d'influence et qui ne va pas toujours très bien. Bon, nous avons connu un certain nombre de revers ou de difficultés dans des régions dans lesquelles on était plutôt influent, évidemment au Sahel, puisque dans plusieurs pays d'Afrique, les troupes françaises ont dû partir à la demande des nouveaux régimes et généralement avec des manifestations anti-françaises. Le Maghreb, ça ne se passe pas super bien non plus. Ça s'arrange avec le Maroc, mais on a eu une période quand même très, très difficile. L'année dernière, ça s'arrange un petit peu. Avec l'Algérie, ça ne s'arrange pas. Avec la Tunisie, on est embarrassé puisque notre politique, c'était de soutenir la transition démocratique et qu'elle ne va pas très bien.
Bon, le Liban, on le voit, on le sait, il y a eu beaucoup d'investissements diplomatiques français sur le Liban depuis l'explosion du port de Beyrouth en 2020, mais en réalité bien avant. On se souvient de Bernard Kouchner en 2007, qui allait à peu près une fois par mois à Beyrouth pendant 7 ou 8 mois, et la solution de la crise libanaise a été trouvée à Doha. Enfin, elle n'a pas été trouvée, mais en tout cas, elle s'est discutée finalement à Doha. Bon, donc on voit bien que dans toutes ces régions, nous sommes un peu en recul. C'est pas forcément de notre faute, c'est le monde qui est comme ça et qui est plus compliqué, mais ça pose un problème, c'est que nous avions cette valeur ajoutée, la diplomatie française, aux yeux de pas mal d'autres pays du monde. C'est-à-dire que on savait dans le monde que la France était une espèce de clé d'entrée, de compréhension au moins, d'une partie de l'Afrique, d'une partie du Moyen-Orient, d'une partie du Maghreb. C'était pour nous une valeur stratégique ajoutée comme partenaire, comme interlocuteur pour un certain nombre d'autres pays, y compris nos alliés. Nous sommes en train un petit peu de le perdre. Et nous avons la question, évidemment, de l'instrument diplomatique. L'instrument diplomatique français, il augmente ses moyens. Il y a eu les états généraux de la diplomatie l'année dernière qui a entendu l'inquiétude des diplomates et qui a essayé d'apporter quelques réponses, mais on voit bien que partout ailleurs dans le monde, les efforts d'un certain nombre de puissances qui ne sont pas très amicales et sont beaucoup plus importants que les nôtres financièrement en termes d'ouverture d'ambassade, en termes de personnel, en termes de moyens attribués. Donc on fait ce qu'on peut, mais on voit bien, ne serait-ce qu'en Afrique, par exemple, je ne parle même pas de la Chine, mais même la Turquie est extrêmement présente de plus en plus en Afrique subsaharienne. Bon, on a une inquiétude aussi, on le sait, et une petite grogne de la part de nos diplomates depuis la fin du corps diplomatique, qui semble être un petit peu à contre-courant, parce qu'il y a on est les seuls à ne plus consacrer un corps diplomatique spécifique à ces questions et à considérer qu'il y a un pot commun de la fonction publique et qu'on peut passer de la sécurité routière à une discussion avec M. Poutine. Par ailleurs, l'annulation peut-être provisoire de la conférence des ambassadeurs, qui n'a pas eu lieu cette année, a, semble-t-il, un petit peu confirmé les craintes d'un certain nombre de diplomates qui voient un peu une perte de leur statut, de leur importance, de l'attention qu'on peut leur porter. Donc voilà, le moment est pas extraordinaire, on va dire. On vit une époque difficile. Est-ce qu'il nous reste des atouts? Bah oui, d'abord structurellement, on reste un pays fort et central de l'Union européenne. On reste néanmoins une armée extrêmement aguerrie et qui est capable de faire beaucoup de choses que nos partenaires de l'OTAN ne sont pas capables de faire. Je veux dire, après les États-Unis, avec les Britanniques, même si leur armée va pas bien et leurs finances ne vont pas bien, on est quand même une des armées qui est capable de lancer des opérations à l'extérieur. Donc, on a gardé un certain nombre d'atouts. La francophonie en est un aussi, évidemment. Donc, structurellement, on garde des choses, mais il faut faire attention à pas passer en dessous du seuil, en dessous duquel la remontée en puissance sera vraiment difficile. Je pense qu'on est dans un moment charnière. Je pense qu'il faut attribuer des ressources. Bon, inutile de dire que la situation politique interne, extrêmement incertaine, pose la question de savoir ce que vaut aujourd'hui la parole officielle française. On ne sait pas comment ça va se passer. On se souvient des cohabitations antérieures. On ne sait pas comment va se passer cet attelage entre, d'abord, combien de temps va-t-il durer. Donc forcément, il faut se mettre à la place de nos partenaires étrangers qui se posent la question de savoir si, dans les semaines ou les mois qui viennent, les paroles françaises qui seront rassurantes pour l'Ukraine, qui seront rassurantes pour l'Europe, etc., que vaudront-elles et pour combien de temps? Donc voilà, on a cette difficulté. Il nous reste des atouts, mais il y a beaucoup d'incertitudes. Merci beaucoup, Frédéric. Un point à rajouter, parce que l'influence et la puissance ne vont pas sans une assise économique, technologique, de recherche et aussi industrielle. Il faut noter que pour la cinquième année consécutive, la France est redevenue la première destination en Europe des investissements étrangers. Alors, le Brexit nous a bien aidés en faisant basculer le Royaume-Uni au deuxième rang, voire au troisième, mais c'est quand même un signe. La France se réindustrialise. Alors, c'est aussi le fruit d'une politique voulue par le président. On verra ce qu'il en reste dans quelques mois. Mais c'est un signe. Il nous reste exactement 4 minutes 30 pour que je puisse conclure en 30 secondes à la fin. Et je choisis peut-être la question un peu qui englobe le reste, finalement, dans ce monde de crise et d'instabilité. Enzo Bourlet-Sanguine nous demande quel rôle peuvent jouer les institutions internationales, en particulier l'ONU, et quelle évolution pouvons-nous attendre de l'ONU. Ce serait intéressant de vous écouter sur ce que, par exemple, l'Inde pense de l'ONU, de ce que les Américains, et, bon, Trump on voit à peu près, mais Kamala Harris, ce qu'elle pense de l'ONU aussi. Le président de la République, dans un discours tout récent, il y a 3 jours, a à nouveau dit que le système lui semblait
un peu suranné et qu'il faudrait mettre à jour un certain nombre de choses. Alors, est-ce que ça en vient jusqu'à proposer une refonte du Conseil de sécurité? Mais on sait que le système est un peu bloqué, puisqu'il faut l'accord des membres du Conseil de sécurité pour modifier drastiquement sa façon de fonctionner, ce qui pose la question de l'utilisation du veto. Et donc la perspective, par exemple, d'imposer qu'un pays disposant du veto ne puisse plus l'utiliser dans une affaire dont il est en cause, enfin, évidemment, aucun des cinq n'acceptera ça. Les uns et les autres, sur cet aspect multilatéralisme, régulation internationale, rôle des institutions, qu'en pensez-vous? Mais encore. J'ai un peu l'impression que Oui, sur ce Vincent, vas-y. sujet, en fait, on tourne en boucle depuis des années. Là, le secrétaire général des Nations Unies vient de prononcer un discours. Je crois que c'est un petit peu la copie conforme du discours qu'il avait prononcé l'année dernière au moment de l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et quant à la réforme du Conseil de sécurité, ça fait des années, en fait, ça fait, et on pourrait même dire des décennies, que le sujet est évoqué. Cette année, il y a encore eu des discussions sur ce sujet-là, avec un certain nombre de propositions sur la table. On voit que, évidemment, pour que ça aboutisse, je crois que tout le monde aujourd'hui autour de la table considère qu'il y a une réforme nécessaire, qu'il y a une question de légitimité, certain nombre d'États qui se posent, qui n'ont plus la légitimité qu'ils avaient autrefois, et puis d'autres, en revanche, qui seraient complètement légitimes à entrer. La question, évidemment, du droit de veto, parce qu'il y a un moment où le droit de veto était moins utilisé, c'est au moment de la fin de la guerre froide. Aujourd'hui, on revoit comment c'est utilisé, comment ça bloque. Et évidemment, le problème, c'est comment on arrive à trouver un accord entre des États qui s'opposent et des États qui, d'un côté, veulent pas renoncer à leur droit de veto, puis d'autre part, si on élargit le Conseil de sécurité, qui est-ce qu'on fait entrer, sachant qu'il peut y avoir aussi des rivalités qui vont naître entre les candidats potentiels à ce Conseil. Donc c'est voilà, c'est une question éternelle et j'ai un peu l'impression qu'on n'est pas prêt de trouver une solution vu la situation, vu les tensions d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Vincent. En 30 secondes, une minute, autre intervention? Jean-Marc, comment l'Inde voit-elle la refonte éventuelle du système international? Ah bah, l'Inde joue beaucoup les institutions internationales, d'ailleurs, elle essaie d'être partout. Donc, comme on a essayé de le dire, elle est dans des groupements internationaux avec la Russie, les BRICS, l'organisation de Shanghai, etc. Elle est par ailleurs au Quad. Elle a une position originale, y compris par rapport à d'autres, y compris d'ailleurs dans le conflit du Proche-Orient, puisque c'est quasiment un des rares pays du Sud qui a une alliance quand même assez étroite avec Israël. Euh, Après, il souhaite évidemment rentrer au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est une très très vieille revendication, si je me rappelle bien d'ailleurs soutenue par la France. Alors après, se pose la question du droit de veto ou pas, mais en tout cas, le siège de membre permanent pour un pays qui est aujourd'hui le pays le plus peuplé de la planète, dans leur esprit, c'est une revendication effectivement extrêmement légitime. Merci beaucoup, cher Jean-Marc. Il est 19h59, donc on va s'en tenir là. Je vais d'abord remercier énormément tous les intervenants. Donc vraiment, merci Frédéric, merci Jean-Marc, merci Vincent, merci Philippe, merci Joseph. C'était vraiment sympathique de vous avoir à nouveau pour cette rentrée géopolitique. Il y aura un prochain Sirène, la date est déjà calée, c'est le 6 novembre, un Sirène sur le rôle des femmes, la place des femmes dans le peace building, dans la construction de la paix. Donc un très beau programme qui est en train d'être préparé par Linda Benraïs, que je remercie. Et on fera peut-être un Sirène dans l'intervalle au mois d'octobre, mais sinon, en tout cas, on vous donne rendez-vous le 6 novembre pour ce 86e Sirène. Voilà, encore merci à nos intervenants, merci à vous, merci pour vos questions et à très bientôt. On rend l'antenne. Portez-vous bien.